American. Oh, look out! Ride 'em, cowboy! Kobe Bryant! What a play! Coaching will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life! Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de l'écho des parquets. Vous me retrouvez donc moi, Guillaume et Lucas qui nous revient cette semaine. Comment vous allez les gars? Ça va, il me tape. Ça va. Du coup, cette semaine, on va renclencher la question des auditeurs vu qu'on en a eu une la semaine dernière et une autre pour cette semaine. Cette fois, c'est Joachim Seltz qui nous pose une question sur ses Celtics favoris et notamment par rapport à Rondo et son avenir. Donc, on va un petit peu discuter de tout ça, sachant que on s'était dit un petit peu pendant l'intersaison que les premiers mois avant l'arrivée de Rondo décideront peut-être des choses qui se passeront pour comment sera géré le cas Rondo, s'il sera gardé ou pas. Du coup, c'est le moment de répondre à cette question. C'est ce qu'on fera sans attendre tout à l'heure. Et après, en enchaînant sur le All-Star Game, avec les rosters finalement complets depuis quelques jours, on va un peu débattre si tous ces joueurs-là méritent cette sélection, si vraiment on peut leur les considérer comme des All-Stars ou pas. A priori ça devrait nous occuper pendant un bon petit moment. Sauf si vous avez d'autres choses à rajouter les gars, je pense qu'on va commencer tout de suite sur les Boston Celtics. Allez. Eh bien, allons-y. Ah bien c'est parti, juste après le petit jingle. Not about no faking yo, not about who reach a pole, not about who niggas know. This here about you and me, this here about poetry, this here about who we be. If you in here with me, keep your ears wide open. This is all real, no joking. Throw your motherfucking hands up in the air. If you feel it, throw your hands up in the air. Better keep your ears open. This is all real, no posting. Throw your hands up in the motherfucking air. If you feel it, throw your hands up in the air. The motherfucking air. You don't know me, why you niggas wanna be all in my ear like you a paparazzi? Les Boston Celtics donc avec la question de Joachim Seltz. Je vous informe, c'est un peu implicite avant, mais là je vous le dis directement. Rien ne nous empêche à tous de d'écrire vos questions dans les commentaires sur Twitter ou de toute autre manière que vous pouvez trouver, y compris les frappes à la fenêtre de chez Guillaume. Il aime ça, il paraît. Du coup, n'hésitez pas. Mais qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui? Je sais pas. Lucas il m'a trop manqué la semaine dernière, du coup je peux pas le vanner, donc ça tombe sur toi. Je suis désolé. Donc voilà, sachant que nous on relancera les questions auditeurs en cours de semaine, donc guettez tout ça de manière un peu plus professionnelle. On pourrait poser vos questions, et si on le fait pas, c'est toujours dans les commentaires, Twitter, etc. Donc la question. Alors Joachim Seltz nous demande qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de Rondo à Boston. Est-ce que l'équipe est en construction, toutes les rumeurs qui sortent en ce moment, est-ce qu'il y a des transferts à attendre ou pas? Effectivement, Rondo vient juste de revenir sur les parquets depuis quelques matchs, pour un résultat pour l'instant assez faible, mais c'est pas non plus étonnant. On revient de blessure et sachant au niveau de l'équipe. Et comme je disais dans l'intro, on partait un petit peu comme ça avec Boston au début. On se disait ils vont essayer sans Rondo, il y a pas grand chose sur le papier. Ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord et pas forcément de viser entre guillemets les dernières places pour avoir un gauche droite. On disait donc ils vont voir ce que ça donne pendant ces premiers mois là. Si ça marche bien avec le retour de Rondo, ça fera une équipe de playoff et du coup il y aura tout de l'avenir sera différent. Et si ça marche pas bien, faudra réfléchir. Est-ce qu'il faut transférer quelqu'un comme Rondo pour essayer de construire sur plus long terme ou pas? Là, force est de constater que Boston est plutôt en mauvaise position. Hein. Ils sont avant-dernier de la conférence avec un bilan de 15 victoires, 33 défaites. Et je crois que tu as dit Lucas, sur les 16 derniers matchs, ils en ont perdu 14, c'est ça? Tout à fait. Ce qui est assez douloureux, je pense. Du coup, voilà. Quel est donc le bilan bien négatif, et là donc que faire de Rondo? Est-ce que on repart sur une nouvelle saison dès maintenant, ou est-ce qu'il vaut mieux je veux dire le mot qu'il faut pas, mais est-ce qu'il vaut mieux tanker? Après c'est ce que t'as dit, tu viens de le dire.
Avant le retour de Rondo, je pense que Boston voulait voir un peu comment qu'est-ce que cet effectif allait donner finalement, et voir donc après pouvoir juger. Ce qui s'est passé, c'est qu'en début de saison, sur le premier mois de compétition, on a vraiment vu des choses vraiment très intéressantes. L'effectif, il y a pas énormément de talent, mais tout ce qui était organisation tactique et mise en place fond de jeu, c'était vraiment très intéressant ce qu'a fait Brad Stevens. Et puis ça s'est un peu écroulé dernièrement. Tu l'as dit, la série de défaites, et malgré le retour de Rondo, ça continue à tanker, hein, on peut le dire, je pense. Donc ça complique un peu le cas de Rondo, parce que lui est free agent en 2015, si je dis pas de conneries. Donc pas cet été, mais l'été d'après. Voilà, donc pour l'instant cette équipe de cette année, elle est quand même assez médiocre. Il sera free agent, donc pas cet été, l'été prochain, donc ça laisse à Danny Ainge finalement qu'un seul été pour construire une équipe digne de ce nom et le convaincre de rester. C'est ça. Alors c'est vrai que peut-être pour faire un petit bilan de ces premiers mois sans Rondo, une des effectivement bonnes choses, c'est finalement le coach Brad Stevens, qui est très très jeune coach arrivé de NCAA. On se demandait un peu, déjà, est-ce que ça vaut le coup de miser sur lui? Déjà, on peut dire que oui. Donc déjà, c'est peut-être un point positif et peut-être quelque chose de positif dans l'idée de construire rapidement une bonne équipe. Et quand je dis rapidement, c'est notamment en gardant Rondo. Donc peut-être il y a ce point de vue-là. Le feu est au vert. Après, par contre, tout ce qui est tout le reste, effectivement, c'est plutôt au rouge. Et on peut se demander si ils vont pas mieux tout raser pour tout refaire et utiliser la valeur qu'a actuellement Rondo pour des transferts, de transférer des joueurs qui seront meilleurs à l'avenir, parce que finalement Rondo, c'est le meilleur moment de sa carrière actuellement, et si c'est les moments qui sont utilisés pour la reconstruction, une fois que l'équipe sera construite, Rondo il sera peut-être il aura perdu pas mal d'années devant lui, et on aura un vrai bon Rondo que sur quelques années au lieu d'avoir sur autant d'années qu'on le voudrait. Du coup, ça irait plutôt dans le sens d'un transfert. Après, cela dit, un transfert, ça reste, un transfert Rondo, ça reste risqué, parce qu'on sait quel joueur c'est, et on sait pas quel joueur ils auront. Je sais pas, Lucas, tu es à la tête de Boston là. Tu te dis quoi? Est-ce que tu commences à dire que finalement Rondo, t'es pas aussi sûr de vouloir le garder qu'avant? Franchement, le truc, moi, je pense pas que tu puisses te permettre de transférer Rondo quand t'es Boston, quoi. C'est le seul bon joueur de ton équipe. Donc ça serait quand même se tirer une méga balle dans le pied de s'en séparer, quoi. Sachant que Rondo, lui, il a quand même pas un contrat qui est énorme parce qu'il avait signé à l'époque où il y a les gros contrats de Pierce, Allen et Garnett. Donc en plus, si tu en contrepartie, tu peux difficilement avoir un All-Star, quoi. Je suis pas convaincu que ça soit un bon move pour Boston de lâcher Rondo. Parce que à mon sens, ils pourront jamais avoir quelque chose d'équivalent en retour, quoi. Même s'il y a des pics de draft à gogo, tu peux pas te séparer de Rajon Rondo comme ça. Ça, on est d'accord, mais l'idée c'est que déjà d'une part, Rondo, tu risques de le perdre d'ici 2 ans, parce que ton équipe, t'auras pas eu le temps de construire une vraie bonne équipe. Et du coup, autant l'échanger contre quelque chose qui sera peut-être pas aussi fort, mais que tu seras sûr de garder et qui reste de qualité. Le temps suffisamment longtemps pour que tu puisses finir ta reconstruction d'équipe. C'est ça, je pense, la réflexion. Le truc, c'est qu'après, si Rajon Rondo, mettons qu'il re-signe pas et qu'il parte à la fin de son contrat, tu te retrouves quand même avec suffisamment pour offrir un contrat maximum à un agent libre, quoi. Donc, je trouve absolument pas ça catastrophique, même s'il re-signe pas, vu que tu peux re-signer quelqu'un à sa place derrière, vu que tu auras la place sous le salary cap. Ouais, mais là, de la même manière, t'es pas sûr d'avoir un joueur qui t'intéresse. Je veux dire, on regarde l'été qui arrive là. À part les mastodontes. Je dis pas l'été qui arrive, je dis de 2015. Et à 2015, des free agents, il y en aura quand même beaucoup. Ouais, mais c'est pas dit qu'ils réussissent à en choper un. Je me souviens de, c'était quoi? C'était Brooklyn, ou je sais pas, qui en 2010 avait tout. New York, ouais, c'était New York. Bon, ils ont quand même réussi à récupérer le reste de Mayer, mais voilà, oui, tu retrouves un peu le bec dans l'eau à pas avoir les joueurs que tu veux, alors que finalement, avec un transfert, t'as peut-être plus de chances d'avoir des jeunes et talentueux joueurs, quoi. Ouais, mais Boston n'a pas forcément les assets pour se permettre de faire un transfert, quoi. Parce que, au final, voilà, ce dont ils essaient de se débarrasser, c'est surtout du contrat de Gerald Wallace, mais il y aura personne de toute façon qui voudra le prendre. Je pense que s'il y a un échange à faire, c'est pas via Rondo, c'est via Jeff Green. Justement, Lucas, tu parlais très justement que le contrat qu'avait qu'à signer Rondo, donc c'était en
en 2009 donc. C'était quand il y avait encore donc les gros contrats de Ray Allen, de Paul Pierce, Kevin Garnett, et c'était avant que lui aussi n'explose vraiment. Il n'avait pas encore été All-Star à l'époque. Et donc du coup son contrat est peut-être plus faible que ce qu'il vaut réellement finalement. Mais c'est là que ça peut être intéressant pour Boston, c'est que justement c'est avec un Rondo comme ça et ce type de contrat que Danny Ainge va arriver à se séparer. Tu fais un package et tu te sépares dans le même temps d'un Gerald Wallace, d'un Chris Humphries ou d'un Keith Bogans ou des mecs comme ça. C'est à mon avis c'est de cette manière que tu peux arriver à finalement t'as un Rondo qui a un contrat plus faible que ce qu'il vaut et un Gerald Wallace ou un Chris Humphries qui a un contrat beaucoup plus que ce qu'il vaut vraiment. Donc c'est comme ça que je pense qu'il y a un trade qui peut se mettre en place. C'est vrai. Après, est-ce qu'il y a des équipes qui pourraient vraisemblablement être intéressées par John Rondo? Parce qu'au final, le poste de meneur, il est quand même super bien fourni en NBA. Et la plupart des équipes ont déjà un meneur titulaire. Et je pense pas qu'elles soient prêtes à aller à assimiler le contrat de Gerald Wallace pour avoir Rondo à la place de leur meneur à elles. Je pense que il y a des équipes qui peuvent être intéressées par Rondo. Enfin moi d'ailleurs, s'il est libre samedi prochain, on a un joueur en moins. Ça, moi, ça va pas pour qu'il me pique ma place. Après moi je suis vraiment partagé entre les deux idées, à la fois de transférer pour effectivement pas risquer de le perdre sans rien plus tard et pas perdre ses meilleures années en période de reconstruction. Mais je suis aussi partisan de le garder parce que effectivement c'est un excellent meneur, pour l'instant pas trop cher, dans un profil qu'on retrouve pas souvent et qui est vraiment décisif, déterminant pour gagner des matchs et aller loin en playoff. Le seul truc c'est que, comme on l'a dit, pour que ça marche, faut convaincre Rondo de rester. Alors je sais pas, en le soudoyant d'une manière ou d'une autre avec des femmes dans son lit, des trucs comme ça, mais surtout en essayant de construire une très bonne équipe le plus rapidement possible. Et ça va pas être simple parce qu'il y a que les 6 mois qui restent là, plus l'année prochaine. Ça risque d'être un peu court. Donc garder Rondo, c'est loin d'être une mauvaise idée, mais ça reste un pari assez important, je trouve, finalement, non? Oui, mais de toute façon, le truc pour Boston, c'est que à l'heure actuelle, s'ils venaient à se débarrasser de Rondo, ce serait vraiment l'effectif, c'est Apocalypse Now, quoi. T'as plus aucune certitude, alors que Rondo, c'était justement ta vraie certitude. Je pense à un mec comme Jeff Green qui était attendu pour pourquoi pas devenir le titulaire sur le poste 3. Ça commence à devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus décevant. T'as un mec comme Avery Bradley qui sera free agent cet été, et après c'est un peu flou, donc. Effectivement, est-ce que si tu viens à te débarrasser de Rondo, finalement tu sais plus ce que t'as. Oui. Est-ce que finalement ce que devrait pas faire Boston, c'est attendre, temporiser par rapport à Rondo, et surtout de voir ce qu'ils arrivent là à faire avec les autres joueurs qu'il y a, s'ils arrivent à faire des transferts, des mouvements intéressants. On parle effectivement de Jeff Green, tu as aussi évoqué le cas Avery Bradley qui est assez intéressant effectivement parce que qui est dans l'absolu un joueur très intéressant pour une équipe, mais qui là qui va être free agent, et s'il demande trop d'argent, ça risque d'être compliqué dans l'optique d'une reconstruction parce qu'il n'est pas forcément assez bon pour être un des leaders de cette équipe là. Donc peut-être voir un peu ce qu'eux ils arrivent à faire en refourguant ou en débarrassant et même en voir qui ils vont drafter, parce que vu comme c'est parti ils vont drafter haut. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Au final le plus intéressant pour Boston dans l'optique d'une reconstruction rapide, ça reste la draft. Ce monde là, je crois qu'ils ont deux choix au premier tour cette année. Ils en auront encore 2 en 2015, ils en auront 2 en 2016, donc dans tous les cas, avoir beaucoup de choix de draft comme ça, c'est un projet qui peut séduire un joueur comme Rondo finalement. C'est la garantie que dans tous les cas, l'équipe va continuer à se renforcer étant donné qu'ils ont beaucoup de choix de draft. Seul petit bémol à ça, c'est que faut pas que Boston reste aussi mauvais qu'ils sont maintenant. Parce que ça va continuer au moins pour cette saison, ça va être le cas. Je sais pas, effectivement là Rondo effectivement il tourne à quoi, 28% de réussite globale, je sais pas, enfin un truc assez moche. Même Brandon Jennings il dit que c'est pas beaucoup. Mais il a téléphoné pour l'engueuler quoi. Mais je suis pas sûr que ça reste comme ça. Moi je me demande si le Rondo va pas un peu trop améliorer cette équipe-là entre guillemets, parce que c'est ce qu'il est censé faire vu la qualité du joueur quoi.
Du coup, est-ce Ouais, que mais là, il va avoir pendant un moment, il va avoir un temps de jeu limité. Et puis et sans Rondo, et même avec Rondo, enfin, Boston n'a plus aucun intérêt finalement à jouer pour gagner. Moi, enfin, même si c'est pour une qualification en playoff, après t'en fais quoi? oui, mais est-ce que ah, donc t'es presque en train de dire, toi, tu es le dirigeant des Celtics, tu proposes à l'équipe, à Rondo, à tout ça. Bon, le gars, cette année, on la joue cool, on va pas essayer de trop gagner, d'accord? Ouais, c'est ce que je t'ai dit déjà l'été dernier. Tu me dis non, mais c'est quand Ils c'est ont passé. ils ont pas besoin de se forcer pour ça. Hein. Ouais, Mais Ils voilà. arrivent déjà très bien comme ça. Ouais, mais vous pensez pas que quand Rondo sera revenu en forme, Oui, mais c'est quand ça? Moi, je pense que ils vont prendre leur temps et le faire. Enfin, ouais, mais je pense pas que ça temps va, de jeu limité, je quoi. pense pas que ça va durer 3 mois non plus, quoi. Et puis, limiter le temps de jeu de Rondo, est-ce que ça va pas le frustrer? Est-ce que ça aussi, c'est un petit risque? Le mettre dans une situation qui est pas vraiment agréable à vivre, celle de perdre, celle de même d'avoir un temps de jeu limité, ça c'est frustrant pour un joueur, et ça va pas dans leur sens, dans l'idée de le prolonger quand il y aura son fin de contrat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas trop le Ouais. caresser dans le sens du poil, quoi, non plus, d'agir comme ça. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est tu parlais de la draft, Lucas, tout à l'heure. Ce qui est intéressant pour Boston, c'est que justement ils ont ramassé l'été dernier avec tous les échanges qu'ils ont fait un bon paquet de choix du premier tour, et ils ont plein de joueurs comme Jay Green, comme Brandon Bass, ou même des mecs comme Gerald Wallace ou quoi qui peuvent être échangés. Et du coup, moi, ça m'étonnerait pas que Danny Ainge nous refasse un peu le coup de 2007 où il avait fait comme ça un peu pas bazarder l'effectif, mais il avait monté l'échange donc Kevin Garnett et Ray Allen à coup de choix du premier tour et à coup de bons joueurs à échanger. Donc ça peut être aussi un moyen de reconstruction. Oh, c'est ce que j'avais dit il y a 2 semaines. Oui, mais c'est notre boulot, on reprend comme ça, on recycle, on fait du recyclage, donc monsieur. D'ailleurs, l'émission de la semaine dernière, t'as pas eu l'occasion de l'écouter, mais on a juste copié-collé une émission d'il y a quelques années. Non, et plus sérieusement, je sais pas, moi il y a un mec qui s'appelle Carmelo Anthony et qui va peut-être pas rester à New York. Je sais pas, ça peut pas être bien de monter un petit échange, au moins de tenter. Ça dépend si c'est pour si en échange tu envoies du Gerald Wallace, du Javelin, ça me va. Si tu envoies Rondo, Bah oui, mais je te dis, je pense que Danny Ainge, t'envoies du Jay Green, t'envoies du Brandon Bass, et t'envoies tous les tours de draft. C'est possible, hein. ouais, et tu gardes pour faire une ossature Rondo Anthony, c'est ça? Bah t'as du Rondo, t'as du Carmelo Anthony, t'as du Solinger pour l'instant sur le poste 4, t'as du Bradley que tu vas essayer de re-signer. Ça te fait quand même 4 joueurs sur 5, et bah il manquera un vrai pivot, mais ça Ça ils ont jamais eu de toute façon. Ça ressemble un peu au Knicks, dis-moi. C'est vrai qu'il marche tellement bien en ce moment. Non mais ouais, mais toi, ça te plairait pas Rondo et Carmelo Anthony dans la même équipe? non, si ça me plairait bien, c'est juste que j'ai du mal à imaginer New York, même si c'est New York, lâcher Anthony contre tout ça. Je crois qu'il faudrait encore le perdre en free agent, quoi. Non? Ça, pour moi, dans tous les cas, New York échangera pas Anthony et Anthony signera pas aux Celtics. Mais par contre, on parlait de la draft tout à l'heure. Je pense que dans tous les cas, même si Boston remonte un peu d'ici la fin de saison, ça m'étonnerait pas qu'il soit très très bien placé dans la draft quand même. Parce que au final, voilà, je pense que pour la NBA, ça reste quand même important que Boston ait une équipe assez forte. Et ça m'étonnerait pas que Boston ait justement un choix assez élevé dans la draft. T'es en train de dire, on est d'accord, t'es en train de dire que la NBA va plus ou moins s'arranger pour que Boston chope un choix de draft relativement, peut-être un peu plus haut que ce qu'ils auraient dû avoir. Bah franchement, moi, c'est un truc auquel j'ai pensé en début de saison et moi ça m'étonnerait pas plus que ça en tout cas. La question c'est est-ce que Danny Ainge a un petit garçon malade? Oui, parce que Dan Gilbert c'est comme ça qu'il a eu ses 2 fois le premier choix de draft. Ah, Danny Ainge et Roux quand même, ça joue pas en sa faveur. Ah ouais, mais pas trop de malheur sur la même personne, quoi. Voilà, en duel entre un enfant atteint d'une maladie grave et quelqu'un qui est roux, qui sait qui est le plus mal fichu? Petit débat. Par contre, faut oublier que ce sera Dan Silver et pas David Stern qui sera aux commandes. À ce moment-là, je sais pas. Redis-nous ça donc. Comment il s'appelle? David Stern ou Adam Silver? Qui c'est que tu veux que je dise? Adam Silver. Adam Silver. Ah d'accord. Tu veux changer un bel accent, c'est ça? Moi je dis Adam Silver. Toi tu dis André Drummond, alors s'il te plaît. Non, ça me fait bizarre, Adam Silver. Donc je sais pas si on pourra tricher aussi facilement qu'avant, tu vois.
ou peut-être plus qu'avant, ça sera à voir. Mais enfin, ouais, je trouve que c'est que la draft sera là, mais je me demande vraiment quel choix de draft ils auront à ce moment-là. Je suis pas tout à fait convaincu qu'ils aient qu'ils aient celui qu'ils attendent. Euh, et même après, ça reste toujours hasardeux la draft, hein. Faut pas oublier ça non plus. Bon, un choix de draft, Oui, c'est sûr, mais ça. Mais voilà, je pense qu'avec avec tous les pics qu'ils ont, de toute façon, ça sera pour eux l'occasion de se renforcer tous les ans pendant pas mal d'années. Et dans tous les cas, ils vont rapidement avoir de la marge pour signer des joueurs aussi, quoi. Donc, au final, voilà, sur du moyen terme, Boston, ça peut redevenir fort assez rapidement. ouais, t'as pas l'air inquiet. Quel joueur du coup sur la free agency? Oh, bah, ça va pas Reggie se Evans. faire, mais- Bah non, mais toi, si t'es, quel joueur t'envisages? Kevin Love, ça te dit plus? Bah, même s'il y a peu de chances qu'il vienne, ouais, ça pourrait être une éventualité. Il y a un truc depuis tout à l'heure qui ressort quand on parle, c'est que à part Rondo, qui est en discussion, quasiment la totalité de l'effectif est absolument transférable et que le Boston n'a vraiment aucun intérêt à les garder. Vous confirmez, pour vous, la reconstruction passera par tout le monde, par vraiment Rondo ou rien, du moins aucun des joueurs qui est là, quoi. Après, je pense quand même que des joueurs comme Bradley ou Sullinger sont probablement des joueurs que Boston va vouloir garder quand même. Mais a priori, le reste du roster, s'il y a moyen de les échanger, ils le seront, quoi. Ouais, parce que bon, c'est vrai que Jeff Green est un très bon joueur, mais un peu frustrant à voir à la fois tantôt bon, tantôt pas bon. Mais cela dit, est-ce qu'on sera des fois ils sont peut-être obligés de mettre un Sullinger ou un Avery Bradley dans l'échange pour pouvoir se débarrasser, pour pouvoir refourguer du Green et du Wallace sans trop perdre, en récupérant des choses pas trop mauvaises, quoi. Ça, Le truc, c'est pareil, c'est que Bradley et Sullinger, c'est peut-être les joueurs les plus attrayants en termes de monnaie d'échange, mais c'est les deux joueurs qui sont dans un contrat rookie, donc c'est pareil là aussi, c'est un peu déséquilibré du coup dans tout ce qui est équilibrage contractuel dans les échanges. Ouais, toi, t'hésiterais pas à les lâcher pour permettre justement un échange plutôt intéressant. Tu tiens pas à plus que ça. Je te parle de Sullinger par exemple. Il est vraiment pas mal. C'est un jeune joueur très intéressant, mais son contrat, il est pas énorme. Donc même si concrètement il est pas mal, il vaut beaucoup, ou il vaut pas mal en tout cas, tu vas pas forcément avoir la même chose en retour parce que son contrat il est plus petit. Et ça marche tout avec les contrats dans les échanges. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, peut-être Boston jettera son dévolu sur un joueur. On a parlé un peu de Greg Monroe, donc je le sors juste à titre d'exemple. Mais peut-être pour avoir un Greg Monroe, ils seront Boston sera peut-être obligé de mettre dans la balance un de ces joueurs intéressants et pas trop chers que sont Sullinger et Bradley, avec d'autres choses autour, hein. Mais vraiment pour convaincre l'équipe d'en face de faire le transfert et donc de pouvoir récupérer ce joueur plutôt pas mal sur lequel appuyer une construction, ils sont peut-être obligés de faire une croix sur ces joueurs-là pour convaincre l'équipe d'en face, quoi, justement. Oui, c'est faire une croix et c'est évidemment chiant, mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut savoir faire de sacrifices, quoi. Si c'est pour Carmelo Anthony, si c'est pour Kevin Love, si c'est pour une star comme ça, je veux dire, sacrifier un Sullinger ou un Avery Bradley, finalement c'est pas énorme. Parce que je me souviens cet été, il y avait des rumeurs qui envoyaient Dwight Howard à Golden State contre Klay Thompson ou Harrison Barnes. Bon, les gens disaient ouais, il faut pas, ils sont trop bons et tout, mais à un moment donné, t'es obligé de sacrifier quelque chose, et c'est quand même Dwight Howard que t'as en retour. Là, c'est la même chose, c'est des bons joueurs, mais de toute façon, tu vas devoir sacrifier quelque chose. Et si t'arrives à avoir un Carmelo Anthony, quelqu'un comme ça, sacrifier Sullinger, c'est pas non plus, voilà, quoi. Ouais, tu le situes tant à son niveau actuel que potentiel. Quelle valeur tu lui donnes à Sullinger, tu vois? Je veux dire que, par exemple, est-ce que tu le verrais un peu, il vaut autant garder Sullinger plutôt que récupérer un Millsap, par exemple, ou alors non, Millsap c'est mieux, vaut mieux avoir un Millsap que garder un Sullinger, tu vois? Après ça dépend, parce que moi c'est ce qui va être intéressant de voir, c'est quel pivot finalement Boston va arriver à mettre avec Sullinger, s'ils veulent mettre Sullinger titulaire. Parce que défensivement il faut absolument trouver une complémentarité. Ça tient pas du tout la baraque, Sullinger. Mais toi, je sais qu'offensivement tu l'aimes beaucoup. Tu m'avais parlé de comparaison avec David West, c'est ça? Oui, un peu ce genre de joueur plutôt au sol et avec des très bonnes mains et de très bonnes techniques. Je crois que défensivement, à vérifier, mais je crois que défensivement il est pas au niveau de West, mais
Il est aussi beaucoup Ah plus bah jeune. non, il y est pas. Non, oui, mais donc oui, mais il reste jeune, hein, donc il y a de la matière avant de progresser. Mais effectivement, je l'aime bien. Alors après, comme je te dis, je sais pas, ça dépendra qui est en retour pour un Greg Monroe. Je pourrais peut-être l'échanger, et encore, je suis pas sûr. Enfin, si ça permet de perdre, de lâcher un Jared Wallace par exemple. Mais tu vois, je suis pas sûr. Tu vois, je me demande même si c'est par exemple pour avoir un Millsap, bon, ce sera pas le cas, mais c'est juste pour les titre d'exemple. Je pense que je garderai Sullinger, tu vois. Non, moi oui, c'est un peu borderline, Greg Monroe ou Millsap, mais moi je te parle de vraiment avoir une vraie star, quoi. Si c'est pour avoir une vraie star, Sullinger, ça reste un joueur à sacrifier, quoi. Ouais, mais en échange, ils ont. Après, dans tous les cas, pour Boston, il y a quand même peu de chances qu'il y ait du mouvement avant 2015, quoi. À part si on leur fait une proposition incroyable le soir de la draft, je pense pas qu'ils aient vocation à faire des échanges pour renforcer l'équipe directement avant 2015. Je suis pas d'accord, parce que au contraire, Daniel a quand même prouvé ces dernières années qu'il avait pas peur du tout de faire les transferts lui, d'aller et de faire le mouvement finalement. Et là, il se retrouve donc avec pas mal de joueurs échangeables et pas mal de tours de draft. Je te dis, je pense qu'il y a moyen cet été qui monte en place quelques échanges intéressants. C'est vraiment pas exclure, parce que je te dis, lui, il a jamais eu peur de faire les échanges. Même à l'époque, c'était Ray Allen, il était prêt à échanger contre Jay Mayo, ou je crois que c'était un truc comme ça. Donc je pense que c'est possible. Ouais, puis je pense que ça c'est peut-être le meilleur moment pour échanger des Jeff Green, des Brandon Bass, des trucs comme ça. Là où ils sont encore, ils ont les libertés de jouer, et du coup leur valeur est, enfin ils sont quand même bons, même s'ils sont pas aussi bons qu'on aimerait, mais ils sont quand même bons. Et le contexte est vraiment intéressant. Là ils ont une cote qui est assez intéressante, quoi. Donc c'est peut-être le meilleur moment pour les transférer. Et puis ça donnera un signal assez intéressant à Rondo pour dire, bah tu vois, on n'attend pas que ça se passe, on essaie de faire quelque chose, quoi. Après ça dépendra de ce qu'ils pourront avoir en retour, effectivement. Si c'est pour avoir assist pour échanger Jeff Green contre des mecs qui sont bien moins intéressants, effectivement ça vaut pas le coup. Peut-être est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Boston? Auquel cas on va changer. C'est bon, en tout cas. Très bien, donc on va faire une petite pause, et après on va aller s'intéresser un peu au All-Star Game, et notamment les joueurs qui ont été choisis pour y participer. À tout de suite. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle, another drug juggle, another day, another struggle. I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you. Il y a quelques jours donc, les joueurs qui vont participer au All-Star Game ont été désignés. On va surtout s'intéresser aux remplaçants, vu que les titulaires ce sont les fans, et que les fans se plantent. On va parler un peu de ceux qui ont été sélectionnés par les entraîneurs. Plus sérieusement, c'est ceux qui seront là. C'est là qu'on peut voir ceux qui auront été oubliés, et ceux qui auront été là et alors qu'ils ne méritent pas trop. On va peut-être commencer par la conférence Est, la plus intéressante, n'est-ce pas? Alors juste pour récapituler rapidement, dans un titulaire, il y a eu les titulaires sont Carmelo Anthony, Paul George, LeBron James, Kyrie Irving, Dwayne Wade. Aucun intérieur, comme vous le voyez. Et les remplaçants qui ont été décidés, donc, c'est Chris Bosh, DeMar DeRozan, Roy Hibbert, Joe Johnson, Paul Millsap et Joachim Noah, et encore un, John Wall. Alors, je sais pas, premièrement, est-ce que vous trouvez cette équipe, ces remplaçants, complètement hors de propos? Parce que vraiment, c'est des trucs aberrants où finalement, c'est pas, y a rien de scandaleux, quoi. Bah, c'est cette équipe de l'Est était quand même assez dégueulasse. Mais ce qui est marrant de noter, c'est que la configuration de cette année, c'est pas de pivot, mais on prend quand même 3 pivots sur 7 en remplaçant. Donc c'est quand même pas mal. On sent effectivement qu'il y a une volonté de rééquilibrer par rapport aux 5 majeurs où il y avait les entre guillemets les intérieurs sont Carmelo Anthony et LeBron James. Donc on sent bien la volonté des entraîneurs de rééquilibrer tout ça. Ce qui paraît mais du coup tu vas faire jouer je sais pas comment tu vas les faire jouer. Le 5, tu le fais jouer 5 secondes, le 5 de départ choisi par les fans. Et après tout de suite pas forcément, non, parce que bon, à la base le 5 qui est voté par les fans, c'est celui-là qui doit jouer le plus longtemps, vu que c'est un match pour les fans avant tout.
Donc Mais après c'est sûr que c'est pas facile à mettre en place une équipe avec 3 ailiers, quoi, mais après là les fans ils y sont pour rien, quoi, parce que concrètement les mecs ils ont dû tous voter pour des intérieurs. La plupart ont dû voter aussi pour des intérieurs, quoi, mais le truc c'est que les joueurs les plus populaires c'est James, George et Anthony, et c'est eux qui ont le plus de voix, quoi. Donc c'est juste qu'il y a les voix sont réparties comme ça. Mais bon, je pense pas qu'on puisse blâmer les fans pour ça, quoi. C'est le principe de la NBA qu'une équipe puisse être sélectionnée et alignée sans intérieur. Quel problème, c'est absolument pas les choix des fans. Oui, mais c'est pour ça que je trouve ça bizarre de la part des coachs, finalement, de sélectionner presque la moitié de ta réserve, c'est des pivots, alors que t'en as aucun à faire jouer titulaire. Bon, enfin, il y avait pas eu un exemple il y a quelques années où je sais plus trop quoi, je crois que c'était l'inverse, c'était le banc où il y avait aucun pivot, je sais plus quelle conférence. Ouais, c'était en 2009, je crois que c'était la conférence Est où Danny Granger et Rashard Lewis ils avaient dû jouer pivot. Voilà, mais du coup ça avait pas duré longtemps parce que c'était abominable, quoi. Enfin, mais je me souviens plus trop bien. Est-ce qu'ils ont pas voulu les entraîneurs n'ont pas voulu se prémunir de ça en rééquilibrant tout ça, de manière à ce que l'effectif soit assez cohérent au final? Surtout que c'est Frank Vogel, le coach de la conférence Est, et lui, ça m'étonnerait qu'il joue small ball toute la partie, donc ils se sont dit on va lui prendre trois vrais pivots. C'est ça, en fait, Vogel il a passé le coup de fil à tous les entraîneurs pour leur dire vous êtes sympas les gars, vous me prenez des intérieurs parce que sinon je vais pas me sentir bien. Par contre, on va l'appeler Franck, parce que sinon on a l'impression que tu nous insultes à chaque fois. Oui, mais tu sais, c'est peut-être voulu, tu sais. Oh, tu le prononces à l'allemande, quoi. Frank Vogel. Donc bon, on va, je sais pas, je vais dire des noms, vous allez me dire s'il y a matière à discussion ou pas par rapport à ces remplaçants. Roy Hibbert, a priori. C'est pas trop non, de ça semble évident. On l'avait dit là quand on avait parlé du All-Star Game il y a un mois, je crois. On avait dit que c'était évident, que c'était le premier remplaçant qu'on avait coché sur notre liste. Ouais, puis c'est sans doute le défenseur de l'année. Donc ouais, il y a pas de. Puis de toute façon, Tyson Chandler l'avait été l'an passé, donc si tu pars vraiment de ce principe, pourquoi pas Roy Hibbert cette année, quoi. Tout à fait. Sur le pivot, Joachim Noah. Là, il y a plus matière à discussion déjà quand même, parce que même si Noah il a fait un très bon mois de janvier, le début de saison, il y a pas de quoi se taper le cul par terre non plus, quoi. Et puis les Bulls c'est pas très fort cette année. Après c'est vrai que c'est un très bon défenseur, mais bon, s'il fallait effectivement de la sélection All-Star déjà qu'il avait eu la dernière fois, j'étais pas super fan, et là cette année je suis encore moins fan, honnêtement. Mais est-ce que déjà on n'était pas un peu plus ou moins obligé de mettre un joueur de Chicago, parce que Chicago est quand même 6ème de l'Est cette année. 5ème. Ouais, 5ème ex aequo avec Washington, t'es gentil, tu vas te fermer ta gueule. Insulte gratuite. Parce que Chicago est quand même présent en playoff. Et dans un contexte très particulier, difficile, qui est la blessure des Cross qui a coupé les jambes à tout le monde, et maintenant le transfert de Liu Holding. Du coup, est-ce que fallait pas quand même un peu récompenser cette équipe-là qui malgré tout est présente en playoff, et qui ça pouvait être à part Joachim Noah? Honnêtement, c'est leur classement du moment. À l'Est, ça va très vite. Hein, c'est vrai. Aussi bien là, voilà, ils sont 5ème. Dans 2 semaines, ils peuvent être 10ème. Hein, non, je pense pas. Franchement, ça serait pas forcément étonnant non plus, quoi. Mais voilà, je pense que là, dans la conférence, voilà, tu peux dire, voilà, eux, ils sont virtuellement en playoff. Ah, mais bon, c'est pareil, ils ont pas un bilan qui est ouf, quoi. Donc, franchement, à part Atlanta qui a un bilan plutôt cool, et Toronto qui est pas trop mal, à tous les autres, c'est du pareil au même, quoi. Oui, je suis d'accord, mais tu peux pas non plus faire 3 joueurs, enfin, dans 3 joueurs des 3 premières équipes, quoi. Il faut bien un peu délier tout ça. C'est sûr, hein, mais c'est quelque chose a priori auquel je suis opposé, quoi. Mais bon, je vois pas en quoi il y aurait besoin de récompenser la bonne saison de Chicago, parce que concrètement, on peut pas dire qu'ils fassent une bonne saison. L'an dernier, voilà, ils ont pas eu Rose pendant toute la saison, ça jouait quand même beaucoup mieux que ça, quoi. C'est vrai. Mais là, comme je dis, je pense que ça faisait coup de massue un peu, la reblessure de Rose. C'est pour ça que je parlais que c'est encore plus difficile que celui de l'année dernière, à mes yeux. Non, mais après, moi, j'aime pas beaucoup ce principe de se dire qu'il faut absolument prendre un joueur de cette équipe pour récompenser cette équipe. Parce que justement, tu te retrouves après avec des Joachim Noah, qui est bon, mais qui est pas non plus exceptionnel. Tu te retrouves avec un Paul Millsap
qui aurait jamais été All-Star si Al Horford ou c'était pas blessé il y a pas longtemps. Donc je trouve ça ce principe un peu con. Et à la limite, si tu veux vraiment appliquer ce principe, eh ben va récompenser une équipe comme Indiana qui elle domine vraiment la conférence Est. Et t'envoies un mec comme un Stephenson ou un David West, bon, peut-être pas David West cette année, mais vraiment récompenser les vraies bonnes équipes, pas récompenser. Après, c'est un débat particulier. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, parce que je veux pas non plus envie de récompenser des équipes des joueurs qui font des grosses stats, des stats de stars, mais dans des équipes qui font que perdre. Là, c'est pareil. Je trouve que c'est pas plus légitime. Et puis je pense je vais un peu vite là, mais c'était un peu la tendance de cette sélection de l'Est d'essayer de récompenser un peu en fonction des équipes plus qu'en fonction des joueurs et des statistiques. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, mais je suis assez d'accord. C'est ça que je trouve un peu crétin. Ce bon, le All-Star Game, voilà, il y a star dedans, quoi. C'est pour récompenser les joueurs. Les équipes qui sont bien classées, il y a une récompense pour ça s'appelle les playoffs. C'est pas faux. Mais est-ce que un joueur qui fait des grosses stats dans une équipe qui fait que perdre, ça mérite vraiment l'étiquette de All-Star comme on l'entend des meilleurs joueurs de la conférence, quoi. Ah non. Parce que une star est censée faire gagner un peu son équipe. Il y a ce côté-là aussi, faire des stats dans il y a de ça, mais bon, on en parlera tout à l'heure, je pense, quand on parlera de l'Ouest. Mais tu vois, par exemple, Sacramento, ils sont derniers à l'Ouest. Mais si DeMarcus Cousins avait été sélectionné au All-Star Game, ça aurait pas été un scandale. Non, mais tu vois, on en reparlera tout à l'heure, mais je suis pas, ça me dérange pas qu'il soit pas sélectionné, tu vois. Non, moi ça me dérange pas non plus, quoi. Mais s'il l'avait été, ça aurait pas été gênant, même si son équipe est dernière. Ben je sais pas, tu vois. Bon, on reviendra après. Pour Noah, c'est pareil. Si Lou Holding avait pas été transféré, ça aurait été Lou Holding qui aurait été All-Star. Donc ça te montre aussi que c'est tellement pas évident, quoi. C'est vraiment pas une évidence. Ça, et puis le fait que la volonté que je pense être la volonté des coachs de rééquilibrer le côté intérieur-extérieur. Du coup, il fallait un intérieur, et puis bon, il n'y a pas des millions de très bons intérieurs à l'Est. Du coup, il y avait un peu les quotas, quoi, du côté de Noah. Ouais. J'ai parlé de Chris Bosh? Non, pas encore de Chris Bosh, alors? Non, on n'en parle pas, c'est bon, on enchaîne. non, mais si, pour lui, c'est quand même une évidence, hein. C'est le deuxième meilleur joueur de Miami, cette saison, et c'était déjà un peu le cas déjà la saison passée. Vraiment le mec le plus régulier après LeBron James. Non, c'est mérité pour Chris Bosh, largement mérité. Ouais, pareil, pour moi, c'est une évidence aussi. Ouais, puis quand on parle, Guillaume, on sent même que c'est Dwayne Wade il est titulaire, mais Bosh l'aurait mérité plus que lui. Je pensais pas forcément à ça à l'instant, mais oui. Les titulaires du All-Star Game, c'est pas quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se gagne au fur et à mesure des années, en devenant un personnage public et populaire, quoi. Je pense pas qu'on puisse utiliser le terme mérite quand on parle des titulaires du All-Star Game. Ouais, à ce moment-là, il faut faire un All-Star Game NBA Care, alors. On garde le vrai All-Star Game pour ceux qui méritent. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette double vision du All-Star Game. Est-ce que c'est vraiment le mérite ou est-ce que c'est pour les fans? C'est toujours ambigu. Sinon, ça récompense pas la même chose. Donc les remplaçants, voilà, ça récompense effectivement les joueurs qui font une bonne saison. Le 5 majeur, ça récompense les joueurs qui ont réussi à gagner une certaine notoriété, à devenir des personnages qui comptent dans le cœur des fans. Tu vois, un mec comme Iverson, quand il est sélectionné, quand il joue à Détroit, qui fait une saison absolument lamentable, si les fans votent pour lui, c'est pas seulement parce qu'il mérite au vu de sa saison, c'est parce qu'il mérite au vu de sa carrière. Il a acquis un tel respect vis-à-vis des fans qu'effectivement il est élu dans le 5 et c'est quelque chose qu'il a gagné lui-même en devenant un personnage populaire. C'est pour ça qu'il y a une certaine forme de mérite aussi. Mais tu peux pas séparer les deux cas. Parce que du coup, ceux qui sont votés par les fans, que ce soit sur leur carrière ou quoi, ça enlève des places à ceux qui l'auraient mérité vraiment dans la réserve, quoi. Donc tu peux pas vraiment séparer les deux, quoi. Après, on peut pas vraiment dire que ça enlève des places dans la réserve, quoi. Peut-être une ou deux, quoi. Mais bon, je pense que même si c'était les coachs même s'il y avait, mettons, 12 réservistes et aucun titulaire, enfin disons dans le système de sélection, ça m'étonnerait quand même que les coachs n'aient pas choisi James, George, Anthony, Durant, Griffin, Love ou Stephen Curry, tu vois. Non, je parlais plutôt pour Dwayne Wade, pour Kyrie Irving cette année, tu vois, par exemple. Ou pour Kobe Bryant. Oui, voilà, mais bon, voilà, Kobe Bryant, c'est pareil. Effectivement, il a joué 3 matchs cette année. Mais voilà, s'il est choisi, c'est parce que les fans l'adorent. Et Wade, c'est pareil.
voilà, le respect des fans, tu le gagnes aussi. Donc effectivement, ça récompense pas la même chose d'être titulaire que d'être remplaçant, mais ça récompense quelque chose quand même. Et du coup, quand tu sais que c'est marrant de voir Joe Johnson 7 fois All-Star, alors que le respect des fans, je crois qu'il s'est assis dessus depuis un moment. Non, mais Oui, lui, il couche avec David Stern. Sérieusement, Joe Johnson, Joe Johnson. lui, il a le respect des coachs, lui, par contre. Oui, du coup, en changeant sur Joe Johnson, alors c'était un peu la sélection la plus blague de la discutée. soirée, la bonne blague de la soirée. Oui, Surprise. oui, parce qu'effectivement, il fait une année plutôt moyenne. Il tourne à une quinzaine de points par match, qui est un peu loin de ses standards. Brooklyn déjoue, même s'il y a eu du mieux ces derniers sur le mois de janvier, mais déjoue complètement par rapport à l'effectif qu'il y a sur le papier, à sa masse salariale, enfin tout ce qu'on peut dire. Et malgré tout, Joe Johnson, qui est malgré tout pour l'instant dans les joueurs valides, le meilleur, peut-être le meilleur joueur du moins le plus productif joueur de Brooklyn, est sélectionné, et ça a créé l'ire de tout le monde, et notamment le fait, pas juste le fait qu'il soit sélectionné, le fait que ce soit quand même la 7e fois qu'il soit sélectionné All-Star Game. On regarde sa carrière. Allez, je vous laisse vos gants de boxe. Qu'est-ce que exprimez-vous? Après, pour la 7e fois, moi, c'est pas quelque chose qui m'étonne fondamentalement, quoi. Joe Johnson, ça va quand même faire presque 10 ans que c'est un des 3 meilleurs arrières à l'Est, quoi. Oui. Donc il y a absolument rien de scandaleux à ce qu'il ait été sélectionné cette fois, parce que donc, à part cette fois-ci, peut-être, toutes les autres fois, il a été sélectionné, il faisait des super saisons, quoi. Franchement, à part White, sur les 10 dernières années, il n'y a pas un arrière à l'Est qui a été aussi bon et régulier que lui. Oui, non, je suis d'accord. Je trouvais les gens un peu durs sur le fait qu'il était sélectionné cette fois. Alors, le problème, c'est que les gens ils faisaient des comparaisons avec d'autres joueurs beaucoup plus calibrés dans l'histoire qui n'avaient pas fait autant de sélections All-Star Game. J'ai plus le nom en tête, mais Reggie Miller, ouais. Reggie Chris Miller, Webber tout ou des ça. mecs comme ça, ouais. C'est vrai que mais c'est un comparatif injuste parce que, comme on l'a dit, le All-Star Game, il y a les blessures, il y a des choses comme ça, il y a ça à un moment donné. Et puis il y a des circonstances. Quels sont les arrières qu'il y a autour au même moment. Et puis je trouve effectivement que c'était un peu dur de le créer comme ça sur le fait qu'il ait 7 sélections All-Star, mais ça fait un peu beaucoup. Mais faut dire qu'il a toujours un petit peu espèce de à la fois surcoté et sous-coté. Surcoté parce qu'il a reçu un contrat bien plus grand que ce qu'il mériterait sur le terrain. Mais du coup il en est devenu sous-coté en fait. Tout le monde le voit beaucoup plus mauvais qu'il ne l'est à mon avis. Je suis d'accord. Alors, Ce monde Joe Johnson, voilà, cette sélection au final, et je pense que au final c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de parler des sélections All-Star Game, parce que c'est vrai que le nombre de sélections All-Star, c'est mine de rien un élément qui permet de comparer la carrière des joueurs aussi. Bah Et, non. Bah si. non, parce que s'il y en a qui sont dus aux fans, donc tu vois, on revient au problème. Bah justement, tu vois par exemple Yao qui a eu qui a été sélectionné All-Star Game tous les ans, toutes les années de sa carrière, à part sa saison rookie. Bah, et Joel Anthony pas une fois, quoi. Putain. C'est ça, putain. Voilà, au final, voilà, Yao, il est déjà au Hall of Fame. Et Ouais, il a apprécié, mais ça veut pas dire que... Après, là, ce qui Oui, serait gênant, c'est que, par exemple, Jeremy Lin, qui était pas loin d'être dans le 5 majeur, je crois. Enfin, j'exagère un peu, mais qui était vraiment beaucoup plus de votes que mérité. S'il aurait eu cette voie-là, ça aurait été particulier, là où d'autres auraient peut-être jamais eu de section All-Star alors qu'il aurait pu se mériter. C'est dans ce sens-là où c'est compliqué de faire le comparatif, de comparer deux carrières par rapport aux sélections All-Star Game, parce que chaque sélection, il y a quand même des circonstances particulières, que ce soit des blessures ou une absence de bons joueurs en face ou une très bonne saison. Je veux dire, Samuel Dalembert, je crois qu'il a une sélection, je crois. Non, je crois pas. Bon. Mais au final, voilà, quand tu regardes la carrière d'un joueur, au final, à l'heure de faire le bilan, c'est quelque chose qui compte, quoi. Quand on regarde des mecs, par exemple, dont on discute l'entrée au Hall of Fame, bah, le nombre de sélections All-Star, c'est quelque chose qui est regardé. Donc au final, ça reste quelque chose qui est assez important dans le cours d'une carrière, parce que ça permet une fois que la carrière est terminée, de voir ce que t'as accompli au total, quoi. Et le nombre de sélections All-Star total, il finit par jouer. Non, mais pour revenir du coup à Joe Johnson, ça c'est pareil, quoi. Le mec, il l'a mérité les 6 premières fois, ça c'est évident. Mais c'est juste cette année, il s'est sorti de nulle part, quoi. C'est pas logique, on s'y attendait pas, et on s'attendait pas parce qu'il aurait jamais dû être All-Star. Après, Non, c'est vrai que cette année, effectivement, c'est quelque chose auquel on pouvait difficilement s'attendre. Mais au final, voilà, si les coachs ont voté pour lui, c'est peut-être aussi parce que c'est des mecs qui doivent qui doivent faire jouer leurs équipes contre lui, et qui se disent, bah putain, il y a des mecs sur qui on galère.
sur qui on galère, qui sont vraiment des super joueurs, qui m'obligent à faire des ajustements tout le temps, Joe Johnson, c'est ce genre de joueur. On comprend que les coachs aient pu voter pour lui, même si moi j'ai été aussi surpris que toi quand j'ai vu qu'il avait été sélectionné, mais je comprends que les coachs puissent voter pour lui. Et je pense qu'il y a encore cette histoire de on veut privilégier dans cette conférence compliquée où les stars sortent pas vraiment. Je pense aussi ils ont voulu privilégier les équipes qui étaient actuellement en playoff, ce qui est le cas de Brooklyn, ils sont 7e. Et voilà, ils se sont dit bon bah il nous faudra peut-être un mec de Brooklyn, bon bah qui a, bah il y a que Joe Johnson, quoi. Mais je rigole à moitié en disant ça. Hein. Mais à ce moment-là, à prendre Joe Johnson et à nous faire la blague de l'année, bah tu vas jusqu'au bout, tu pousses le vice jusqu'au bout et tu vas nous chercher, je sais pas, un Mirza Teletovic ou pas que je joue bien lui, mais non mais je pousse le vice jusqu'au bout, tu fais une connerie, mais je sais pas. Non mais je crois que c'est comme ça. Les gens ils se sont dit bon à Indiana on en a pris 2, c'est bon. Miami ils en ont 3, on va pousser Atlanta. Bon on a. Ouais mais voilà, mais regarde Miami en a 3 alors que c'est le deuxième bilan à l'est. Indiana c'est la meilleure équipe à l'est et peut-être de NBA, ils en ont 2. Au final, ils ont le même nombre de remplaçants. Et ça, pour moi, c'est surtout ça qui compte, parce que ceux qui choisissent des joueurs en fonction du bilan de leurs équipes, c'est les coachs. Les coachs, ils ont choisi un joueur d'Indiana et un joueur de Miami. Donc pour moi, ça me semble logique. C'est pas faux, c'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai que si on voit comme ça, si on ne tient pas compte entre guillemets du vote des fans, effectivement, les coachs ont décidé de manière égalitaire parmi Indiana et Miami. Et puis voilà, après je te dis, ils ont Toronto, ils en ont pris un, Washington ils en ont pris un, Chicago ils en ont pris un, Brooklyn ils en ont pris un, il y a qu'à Charlotte qu'ils n'ont pas pris un, quoi. Et même ça finit l'équipe, quoi. Donc je pense vraiment qu'ils ont un peu raisonné comme ça, quoi. Bon, on prend. Et puis c'est un peu raison de coach aussi de regarder les joueurs par rapport au rendement de leur équipe. Je pense que c'est vraiment très une manière de penser d'un entraîneur. Tout ça me paraît assez cohérent, même si effectivement c'est pas très glorieux. Non, c'est pas cohérent, c'est pas Joe Johnson, c'est pas un des 12 meilleurs joueurs à l'Est cette année pour l'instant. Point. Ça, je suis d'accord. Enfin, faut pas, à un moment donné, il faut revenir au raisonnement de base, quoi. Enfin. Bah c'est ce que je te dis. Il y a les deux impératifs qu'ils ont voulu respecter. Celui de pas avoir des joueurs des mêmes équipes, étaler un peu les stars sur toute la conférence, ce qui est une directive plus ou moins commerciale, un peu poussée par l'NBA, tu sais, parce que une star, enfin pour pas avoir des centres de comment dire de gloire, j'allais dire, enfin que les stars soient pas regroupées tout au même endroit. Ça marketingement c'est plus intéressant pour la NBA, et en même temps de se dire bon bah si on étale quels critères on prend. Si on prend les statistiques, on va se retrouver avec des mecs qui sont dans des équipes qui sont de très bas de tableau. Et non, alors on prend par rapport aux équipes qui sont les meilleures, et bon bah là il y a Brooklyn, quoi. Je pense vraiment je pense s'il y avait quelque chose à changer au système, je pense qu'une proposition qui pourrait être intéressante, ce serait de rendre public le vote des coachs, qu'on voit qui a voté pour qui. Ouais, comme ça. Ça, je pense que ça sera vraiment quelque chose de chouette, quoi. Comme ça se fait pour le MVP, où au final tu peux savoir quel journaliste a voté pour qui. Je pense que ça serait cool de faire ça aussi pour le vote des coachs pour le All-Star Game. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'on légalise la lapidation. Comme ça, on peut enchaîner tout de suite. Dès qu'on a un résultat, on peut enchaîner sur bombarder le oui, c'est dans la continuité. Ouais. C'est dans la continuité. Non, mais c'est pas faux. Je suis assez. Parce que tu vois, je serais pas surpris que beaucoup de mecs qui aient voté pour Joe Johnson, c'est des mecs d'équipe contre qui il a cartonné. Et au final, il a quand même cartonné contre pas mal d'équipes cette année, même s'il a eu beaucoup de non-matchs aussi. Il y a quand même pas mal de matchs où il a fait des sacrés cartons contre les équipes d'en face. Et à l'inverse, moi, je dirais que si les listes sont publiques, les mecs, ils voteront pas pour Joe Johnson. C'est vrai que ça peut avoir un impact aussi. Le fait que ce soit public. Et des gens, ils peut-être par exemple de risques, des choses comme ça. Et alors, bon, vous aurez plus ou moins pas pris Joe Johnson. Qui aurait mérité d'être à sa place et qui ne l'a pas été? On en parle un peu de Lance Stephenson. Pour moi, c'est juste le choix évident. C'est le deuxième joueur le plus important de cette équipe, qui est, on l'a déjà dit, la meilleure à l'est et peut-être la meilleure en NBA. Pour moi, c'est un serment, quoi. Moi, je sais pas, moi, à l'arrière, plutôt que Stephenson, je pense que j'aurais plutôt pris Afflalo. Bah, tu vois, Afflalo, ça m'aurait gêné un peu, quand même, de prendre un joueur d'une équipe qui est si bas dans le tableau. Parce que stade dans le vide, ça fait un peu stade dans le vide ce côté-là. Alors, même si c'est un peu dur pour le joueur, je suis d'accord, c'est un peu dur pour le joueur parce que c'est pas forcément sa faute à lui, c'est parce qu'il arrive pas à porter une équipe qu'il est pas meilleur que Lance Stephenson. Ça, je suis assez d'accord. Non, et puis attends, Afflalo, il fait des stats au scoring. Stephenson,
il fait des stats partout. Il met que. Flalo, il fait des stats au 14 scoring, points. il fait des stats à la passe, il a des pourcentages qui sont absolument géniaux. Il fait une putain de saison, Aaron Afflalo. Hein. Stephenson, c'est le deuxième meilleur marqueur d'Indiana, c'est le deuxième meilleur rebondeur, c'est le meilleur passeur. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas non plus que récompenser un mec d'une bonne équipe. Il fait des bonnes stats, même si c'est pas à 20 points au scoring. Oui, non, c'est sûr, comme moi je t'ai dit, s'il avait fallu mettre un arrière autre que Joe Johnson, j'aurais mis Afflalo plutôt que Stephenson. Je sais plus où j'avais vu quelqu'un qui disait que ça l'aurait gêné que ce soit Stephenson parce que à ses yeux c'était pratiquement toi Guillaume t'en parles comme du deuxième meilleur joueur d'Indiana à l'heure actuelle et je te donne pas tort, mais il disait que pour lui c'était pas vraiment il faisait pas partie des leaders de cette équipe là, c'était plutôt un troisième voire quatrième joueur de cette équipe là que des mecs comme George et Hibbert qui sont stars, mais David West aussi était plutôt devant lui dans la responsabilité du bon parcours d'Indiana. L'an passé, oui. Cette année, non, cette année, c'est vraiment, je te dis, c'est le deuxième joueur le plus important de cette équipe, cette année, en tout cas. Je dis pas le contraire, mais bon, après, voilà, moi, tu vois, moi, ça me gênerait de voir All-Star Game, un arrière, qui est même pas un des 3 meilleurs arrières de sa conférence. Pourquoi il serait pas, attends que je réfléchisse, tu mets qui dedans? Lucas, qui c'est que tu mets dans les 3 meilleurs arrières? Tu mets, tu mets Wade, Johnson, Afflalo, rien que ces 3-là, je trouve qu'ils sont meilleurs que lui. Ouais, bon, on n'est pas d'accord, non? Ouais, là c'est juste. Non, je te dis pas en termes de la saison qu'ils font, je te dis en termes de valeur pure, c'est 3 joueurs qui sont supérieurs à Stephenson. Et à mettre la valeur pure, c'est la saison. Oui, non, mais voilà, mais moi, ce que je te disais, c'est que moi, ça m'aurait gêné de voir un mec qui était All-Star, alors qu'il est même pas dans le top 3 à son poste, quoi. Son poste dans sa conférence. On n'est pas d'accord là-dessus, alors. Donc, vous êtes d'accord pour que, ce soit pas Joe Johnson qui soit là, mais que ce soit ou Stephenson ou Afflalo, qui le remplacerait, en fait. mais du coup, est-ce que, alors je sais pas trop bien comment ça se passe les votes, mais est-ce que vous demandez pas s'il n'y a pas eu, finalement, les entraîneurs ont pas pour ce poste-là de plus ou moins arrière remplaçant, enfin même de deuxième arrière remplaçant, parce qu'il y a DeRozan avant, je pense. Vous pensez pas que les voix justement se sont assez partagées entre Johnson, peut-être Afflalo et Stephenson, et que du coup, non, parce que apparemment le joueur le plus proche qui a manqué de la sélection, c'est Kyle Lowry, qui était juste quelques voix derrière Joe Johnson. Mais ça, après, ça a été ça aussi au niveau du partage des voix. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'arrières qui étaient en concurrence pour les spots, et au final, il y a eu beaucoup d'intérieurs sélectionnés, donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui sont restés sur le carreau. Mais pareil, enfin Kyle Lowry, il est sympathique, et moi d'ailleurs, si j'ai eu l'occasion de boire un café avec lui, j'y vais, quoi. Putain, mais comment tu peux payer alors? Mais comment tu peux considérer Kyle Lowry plutôt qu'un mec comme Stephenson, quoi? Moi je comprends pas. Je suis assez d'accord par contre. C'est vrai que même si Lowry a fait un mois de janvier qui est quand même super impressionnant au niveau statistique, j'ai jamais trouvé que c'était un très très bon meneur. Mais c'est vrai que quand il était à Houston, il avait fait pareil, un gros mois aussi. Et beaucoup de gens voulaient le voir au All-Star Game. Mais ouais, après, bon, Kyle Lowry, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas. Donc. Comme ça, c'est clair, j'aime pas ta gueule, tu viens pas. Du coup, on était sur Kyle Lowry et les Raptors, on reste sur les Raptors avec DeMar DeRozan, qui est donc le représentant de Toronto sur l'All-Star Game. Représentant déjà justifié sur le fait que Toronto ait un représentant. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus de manière unanime. Après, la question c'était qui entre DeRozan et Kyle Lowry. C'était un peu le débat, j'ai l'impression que les gens voulaient absolument mettre quelqu'un de Toronto, parce que ça me paraît normal. Après, la question c'était, deux, ça aurait été un peu aberrant. Donc, il en fallait qu'un seul. Et la question c'était qui entre DeRozan et Lowry. Est-ce que déjà ce que je viens de dire, ça vous paraît juste? Oui. Non. Tu vas sortir alors, Guillaume, tu vas changer d'émission. Non, je pense pas. Quand on avait fait l'émission avec Lucas, c'était donc il y a un mois et demi. Pour les premiers pronostics, c'était DeRozan, il était un peu avec Afflalo et des mecs comme ça. C'était un peu un borderline. Il y a eu le transfert de Rudy Gay, et depuis il s'est vraiment affirmé de plus en plus. Encore une fois, enfin pour moi, entre DeRozan et Kyle Lowry, il n'y a pas photo, quoi. C'est DeRozan qui mérite largement. Il a pris l'importance de DeRozan dans cette équipe, elle est énorme à l'heure actuelle, plus qu'elle ne l'était à l'époque où on a fait le débat. Ouais, moi je suis d'accord.
c'est vrai que voilà, dans la tête des votants et des observateurs, c'est vrai que Laurie sort d'un super mois de janvier, que voilà, au final, il est devenu quand même très important dans l'attaque des Raptors. Mais voilà, le numéro 1 à Toronto, c'est et ça restera DeRozan. Et c'est vrai que si on avait mis DeRozan dans le mix à l'époque où on avait enregistré la première émission All-Star Game et qu'on n'avait même pas parlé de Kyle Lowry, il n'y a pas de hasard non plus, parce que DeRozan lui est supérieur. C'est normal que ça soit lui et pas Lowry. Bah après, juste. T'imagines le scandale si Toronto avait eu 2 joueurs All-Star Game alors que Indiana en avait 2 également, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, non, mais ça, on est d'accord, on est d'accord sur le fait que il fallait un joueur, ça c'est sûr. 2, faut pas déconner, quoi. Mais par contre, alors il y a un site internet spécialiste qui lui disait, nous on pense que Lowry méritait plus que DeRozan. Mais après, je peux comprendre un petit peu parce que finalement, alors c'est un peu compliqué. Ouais, ça va. Vas-y. Non, c'est que Toronto gagne depuis que Gay est parti, et que depuis que Gay est parti, Lowry passe d'un joueur très très moyen à un vrai bon joueur. Du coup, le fait que depuis que Lowry est un très bon joueur, Toronto est une bonne équipe. Du coup, il y a le vrai parallèle, et du coup les gens ils se disent attends, depuis que Lowry est bon, Toronto est bon. Du coup, c'est normal si on donne une place à Toronto au All-Star Game, c'est grâce aux joueurs qui les a rendus bons un peu subitement. Donc c'est à Lowry. Sauf que ce raisonnement qui peut peut-être paraître cohérent sur le papier, il est pas aussi, il manque de nuances. Ça part du principe que du fait qu'il y a un parallèle entre le haussement du niveau de jeu de Lowry et celui de Toronto, alors que on peut tout aussi légitimement penser que finalement si Lowry est bon, c'est parce que Toronto est bon. Je suis clair? Non, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fond. Après, tu viens de le dire, Lowry c'est un vrai bon joueur. Mais entre être un vrai bon joueur et être un All-Star, il y a quand même une différence. Et puis, enfin, encore une fois, même sur le plan statistique, il est pas non plus impressionnant, quoi. C'est 16 points, 6 passes. Jennings il fait 17-8, Stephenson il fait 14-7-5. Je veux dire, c'est pas non plus après depuis le départ de Rudy Gay, il est plus aux alentours de 20.8 passes. Ouais. C'est plus costaud. Bon, l'idée c'était, enfin, de ceux qui disent ça, c'était vraiment de comment dire, de récompenser les 2 derniers mois de Lowry. Effectivement, il fait du 28, quoi. Enfin, autour. Mais après, bon, il est temps de lui faire payer ses disques. Ouais. Putain, celle-là, ça fait 20 minutes que j'essaie de la sortir, mais je savais pas comment. Pauvre Kyle obligé de vivre dans l'ombre de notre Lowry national. Non, mais par contre, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est DeRozan qui le méritait. Comme vous dites déjà, quand Toronto ramait un peu, on en parlait un peu de DeRozan qui était quand même si c'était pas forcément de manière très enthousiaste, on dit qu'il pouvait faire un All-Star. Mais là, il a conservé à peu près la même production depuis que Gay est parti. Si ce n'est peut-être, je crois qu'il a un peu augmenté dans les autres compartiments du jeu, les rebonds et la passe. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis c'est vraiment, comme tu disais Guillaume, c'est vraiment le leader de l'équipe. Même si Lowry n'hésite pas à prendre ses responsabilités dans certains moments du match, mais celui qui tient la baraque, celui qu'on cherche dans tout le match, ça reste DeRozan. Et c'est pas dit qu'il y est arrivé, quoi, quand même, parce que mine de rien, comment dire, survivre au départ de Gay, au fait de reprendre toutes les responsabilités qu'il avait, je trouve que c'est pas rien, tout en conservant à peu près la même production, quoi. Il aurait pu s'écraser. Oui, c'est ça. Et puis il fait des stats à peu près similaires, mais son statut est plus le même. Maintenant, c'est le point d'attention, le numéro 1 des défenses, alors qu'il ne l'était pas quand il y avait Rudy. Et Toronto va beaucoup mieux. Donc finalement, c'est les stats sont similaires, mais l'impact elles sont plus dures à aller chercher, ces stats, finalement, dans un sens. C'est ça. Il est méritant de maintenir sa production dans un contexte c'est dur de dire ça parce que c'est pas vraiment plus difficile, parce qu'il y a un peu plus de circulation de balles, il y a un peu plus d'ouverture, c'est un peu plus aéré, donc il a plus d'opportunités. Mais il a aussi plus de pression, on attend plus de lui. C'est ça qui est dur. Donc voilà, je sais pas si sur DeRozan on peut passer au suivant. Ouais, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, on est même carrément tous d'accord là-dessus. Là aussi, je pense qu'on va être assez d'accord. C'est avec John Wall. Je pense que même la plupart de nous l'aura bien aimé le voir en titulaire. Je pense que ça n'aurait pas été volé.
Oui, oui, oui. Du coup, effectivement, les coachs ont rattrapé ça. Je pense effectivement qu'il fait une bien meilleure saison que Kyrie Irving, qui cette année un peu en mode j'en ai rien à foutre, je trouve. Du coup, effectivement, John Wall était intéressant. Peut-être petite question, si John Wall avait été titulaire, est-ce que vous auriez mis Irving dans ses remplaçants? Mais, je sais pas, qu'est-ce que t'en du coup, penses? non, du coup, on aurait pu mettre Stephenson et Aflalo à la place. Ouais, bon, entre Aflalo et Irving, c'est un... Ouais, Non, c'est sûr qu'il y a match, mais bon, du coup, ça aurait été effectivement quelque chose qu'on aurait pu et qu'on aurait dû débattre. Mais je pense qu'il aurait été sélectionné s'il avait pas été titulaire. Ouais. En fait, Lucas, c'est le cousin de Fallon, en fait, c'est ça. Cleveland, c'est quand même un meilleur bilan qu'Orlando. Pas de oui, beaucoup, pardon. mais un meilleur bilan. Ça, moi, je suis son beau-frère, ma sœur, c'est Aflala. Aflala Vasquez. Non, mais après, si tu voulais prendre quand même Kyrie Irving dans les remplaçants, moi j'ai envie de te dire, dans ce rôle du meneur de jeu qui fait de belles stats avec des pourcentages douteux et l'équipe qui gagne pas forcément, il y a Brandon Jennings, il était dans la même catégorie, hein, il aurait pu pourquoi pas. Oh, c'est sûr, mais bon, déjà, je pense que l'an dernier, ça aurait plutôt dû être Jennings qu'Irving. Et à mon avis, ça aurait été rebelote cette année si jamais Irving avait pas été dans les titulaires. Déjà, moi, j'avais trouvé quand même super étonnant que les coachs le prennent l'an dernier. Ça m'aurait pas étonné qu'ils le reprennent cette année. Mm. Et vous vous dites pas que justement joueur qui fait des stats avec des pourcentages pas terribles et qui est pas peut-être pas aussi qui est pas un star indiscutable, donc John Wall s'il avait été titulaire à la place de Kyrie Irving, est-ce que Kemba Walker aurait pas peut-être mérité sa place? Bah Charlotte, honnêtement, j'aurais largement pris Al Jefferson devant. Moi, je trouve ça abusé qu'Al Jefferson il soit pas dans les remplaçants. On va y venir. Même si c'était pour prendre un meneur, je trouve que Kemba Walker est quand même un ton au-dessous de Brandon Jennings ou même de Jeff Teague cette saison. C'est vrai. Ça marche. Je prends. Donc ouais, du coup le dernier joueur c'est Paul Millsap. Alors Millsap, on sent, enfin là aussi il fallait forcément qu'il y ait un joueur d'Atlanta. On est d'accord avec ça. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'il y est. Hein, ça. Voilà, il y est. Si Orford était là, c'était même pas la peine. Quoi. Oui, parce que Millsap, du coup, ça dit tout, quoi. C'est ça, parce que Millsap, il fait une saison plutôt correcte, enfin dans ses eaux, hein, dans ses eaux à lui, mais pas spécialement meilleure que celle d'avant. Et en plus, depuis que Orford est là, il souffre pas mal, je trouve. Hein, son pourcentage a perdu à peu près 10 points. Je trouve que depuis qu'Orford il souffre beaucoup. Du coup, ça me gêne un peu de construire comme une star, quoi. Vous voyez? Bah, c'est ça, parce que bon, tu vois, Paul Millsap, il est remplaçant à l'Est, putain, les remplaçants à son poste à l'Ouest, ça s'appelle Lamarcus Aldridge, Dirk Nowitzki, quoi, ça a quand même pas la même gueule, quoi. Non, c'est vrai, il y a des mecs qui doivent faire la gueule là-bas à l'Ouest. Et un mec comme David Lee, il peut avoir des boules, hein. Ouais, c'est ça. Donc, on est d'accord, Millsap, il est là en tant que représentant de l'équipe, presque, en fait, on aurait dû mettre Mike Budenholzer, on est d'accord sur le terrain. Mais non, mais à ce moment-là, on envoie un joueur, on l'appelle Atlanta. Mais non, mais c'est vrai, il n'y a pas de nom sur le maillot, juste Atlanta, et alors ils viennent tous, et on les fait jouer chacun 20 secondes. Ça serait énorme qu'il ait ça Millsap avec le S devant et Atlanta dans le dos à la place de son nom. Non, mais faut trouver une solution. Bah, moi je dis, tu prends le coach et tu le mets sur le terrain. Comment? Tu prends Mike Budenholzer, le coach, et tu le mets sur le terrain à la place. C'est lui le représentant de l'équipe. Responsable de... Tu vois, même j'aurais pris Dominic Wilkins, même. Ah, franchement, quitte à prendre un mec d'Atlanta, je me serais tâté si j'aurais pas pris Corver à la place de Millsap, tu vois. Oula, non. Ouais, c'est bien gentil, mais c'est Ah, ça aurait pas été, pas été si légitime que ça. Si tu prends Corver, moi je prends un Flalo, alors. Non, mais voilà, parce que bon, au final, voilà, il y aurait eu un joueur d'Atlanta de toute façon, et ni Kyle Korver, ni Paul Millsap ne sont des stars, quoi. Mais bon, après, moi, c'est normal que ce soit Millsap plutôt Korver, quoi. Parce que Millsap, il tourne quand même à 16 points de moyenne, quand même. Bon, si ça avait été Korver plutôt que Millsap, ça aurait pas été abusé non plus. Hein. Non, et puis la branche soft du Ku Klux Klan est d'accord, il faut, un blanc, c'est toujours bien, quoi. Je veux dire, faut pas te déconner. Ça dérape, ça. C'est net. Non, mais attends, enfin, encore, Paul Millsap, c'est pas une star, mais à la limite, on peut dire qu'il est borderline. Korver, ça va, quoi. Enfin, c'est des 3 points, il est souvent mis en position, d'accord, il a une super efficacité, mais c'est pas une star. C'est pas un des 12 meilleurs joueurs à l'Est, c'est pas un des 25 meilleurs joueurs à l'Est.
Non, c'est sûr, moi je te dis ça par rapport au fait que ça soit un joueur d'Atlanta. Je trouve que Kyle Korver, disons, est plus représentatif de la bonne saison d'Atlanta que Paul Millsap. Disons il est plus représentatif de la réussite qu'a Atlanta cette année. Ou alors il fallait prendre Paul Korver. Tu les fais jouer les deux en même temps. Hein. Je sais pas. Moi, j'aurais pris Pero Antic. On n'aurait pas osé moufter. Ça aurait été rigolo, par Donc je pense on était d'accord sur cette sélection, tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a des joueurs, mais vous l'avez déjà un peu dit, mais des joueurs qui à vos yeux ont mérité d'y être et qui n'y sont pas? On a beaucoup parlé de Stephenson à Flalo. Je pense principalement à Al Jefferson. Je pense que tu l'as déjà. Al Jefferson, pour moi ça me semblait évident qu'il allait y être. Je suis vraiment sur le cul qu'il y soit pas. C'est vrai que du coup, on se disait la sélection de Joakim Noah est un peu discutable. Si tu snobs un Al Jefferson pour mettre Joakim Noah à la place, ça devient encore plus discutable. C'est ça, parce que c'est vrai que quand on avait fait l'émission la dernière fois, on n'avait pas parlé d'Al Jefferson, mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué à ce moment-là. Et là, par contre, là maintenant, il a quand même 40 matchs au compteur et 40 matchs de très très haut vol, quoi. Si Charlotte a un bon bilan, c'est un bilan moins mauvais que ce à quoi on pouvait s'attendre. Ils sont en play-off. C'est en grande partie grâce à lui, quoi. Le mec il pèse 20 points et 11 rebonds. Voilà, il a sorti des matchs à 40 points, des matchs à 30 points, des matchs à 20 points, 20 rebonds. Pour moi, c'est quand même, ça, disons, Al Jefferson, pour moi, ça ressemble quand même beaucoup plus à un All-Star que Joakim Noah. Ouais, donc toi tu l'as pris avant Paul Millsap cette année. Ouais. Ou que Paul Millsap. Oui, mais après, comme on disait, on pouvait pas ne pas prendre Millsap parce qu'il fallait un mec d'Atlanta. Bah si. Toi tu le prends Korver? Non, mais si, on peut, il suffit de le faire. Hein, je pense pas qu'il y a le FBI qui te. Ouais, d'accord, mais bon, je pense que nous-mêmes on aurait réagi, qu'on aurait dit que c'est scandaleux qu'Atlanta n'est pas un représentant. Mais pas du tout. Mais si c'est un bon collectif et qu'il y a pas de joueur qui ressort, eh ben qu'est-ce que je te dis? Ouais, mais t'as pas envie de récompenser ce collectif, même si c'est de manière un petit peu virtuelle. Non, pas du tout, parce que du coup ça casse justement cette idée du collectif. Après, c'est surtout bon, au final, à l'Est, les remplaçants, c'est pas ouf non plus, quoi. Donc, t'as la place de caler un peu le Millsap, c'est pas trop grave. Mais moi, je pense pas que ça soit Millsap qui prenne la place de Jefferson. Pour moi, c'est plus Noah. Alors après, je pense que ça sera peut-être aussi discutable, même si je reconnais que Jefferson a plus le le rapport statistique star entre guillemets et performance d'équipe est un peu en faveur de Jefferson parce que lui, il a les stats que Noah n'a pas. Et que Chicago n'est juste que quelques matchs devant Charlotte. Donc c'est après je pense que Chicago, je comprends qu'ils aient voulu donner un représentant à Chicago aussi. Plus qu'à oui, Charlotte. Mais là aussi, enfin je veux dire Charlotte et quoi, Charlotte ils sont 6ème, 7ème de conférence. Ils sont 8ème. Ils sont 8ème. C'est quoi, c'est 2-3 matchs derrière Chicago. La différence c'est que Joakim Noah il met 11 points par match. Et il le fait en étant la 2ème, 3ème ou 4ème option de l'équipe sur les matchs. Al Jefferson, c'est lui qui a l'attention de toutes les défenses chaque soir. Et c'est là que c'est encore plus méritant de ce point de vue-là, quoi. Non, donc toi aussi tu vois Jefferson plutôt que Noah. Vu de ce point de vue-là, si tu me dis Joakim Noah ou Jefferson, je dirais cette année, ouais, plutôt Jefferson. Ok. Bah t'iras t'expliquer avec son père, hein. Ça marche. Non mais ça se défend. J'avoue que moi je saurais pas trop entre Noah et Jefferson. Du coup je tranche pas. Mais effectivement peut-être il y a un débat là aussi. Et si peut-être on va peut-être passer à la conférence Ouest, mais avant on va peut-être faire une petite pause jingle. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, une petite pause. Bring it, allow me to introduce Machiavelli is dawn, spiritual lyrics like the Holy Quran. Niggas get shook like 5-0. My 45 next to me. Et voilà, on change de conférence, on change de partie du continent pour aller sur la conférence Ouest. Juste avant, je voudrais peut-être dire, on parlait un petit peu en off là tout à l'heure. Lucas nous a dit, ça leur a quand même fait chier que Stephenson soit sélectionné au All-Star Game cette année alors que Boris Diaw n'aura jamais été, notamment en 2006 quand il faisait à peu près les mêmes stats. Et je suis d'accord.
Ça me fait plaisir. Voilà. Donc revenons à cette conférence Ouest, que pour laquelle la densité est pas la même. Hein. Premier constat qu'on fait, petite différence de densité. Où sur le banc, il y a quoi? Il y a du Chris Paul, du Tony Parker, du Dirk Nowitzki, Damian Lillard, Dwight Howard. T'as quasiment un bon niveau Hall of Fame à l'Ouest. Ouais, c'est même pas titulaire à Star Games, c'est plus que ça, quoi. C'est une NBA second team, quoi. Et encore Quincy Pondexter est blessé. Oui, c'est ce que là, ça aurait été défi. C'est un complot. Avec Pondexter. Ouais. Il dérange. Non, mais je crois qu'avec Pondexter, il y aurait pas, le match aurait été annulé. Tout simplement parce qu'on aurait connu le résultat, et puis les boucheries, c'est pas très vendeur. Et puis Obama aurait laissé sa place à Pondexter et et là, toutes les guerres au monde auraient été terminées. Je veux dire, tout ce qui se passe en Palestine, tout ça aurait été terminé, plus de problème. The Q. Définitivement. Du coup, je sais plus où j'en suis. Ouais, alors juste, je rappelle rapidement les titulaires. Alors Kevin Durant, Blake Griffin, Kevin Love, Kobe Bryant et Stephen Curry. Bon, Kobe Bryant a priori ne devrait pas être parce qu'il est blessé. Ce n'est que justice vu qu'il a fait que 3 matchs dans la saison, donc on va pas trop s'en plaindre. Mais on reviendra un peu dessus, notamment parce que du coup ça a un peu décalé tout ça, et dans les joueurs qui ont été écartés de justesse, du coup ils ont un peu un espèce de repêchage. On va voir ça tout de suite. Alors on va parler un peu des remplaçants qui ont été choisis à côté d'eux. Le premier, mais je pense que celui-là c'est sans même pas poser la question, LaMarcus Aldridge. Ouais. Ça vous va? Sans souci, ouais. Vous sans souci. Étant donné que le mec est quand même dans le top 3, top 4 pour le MVP, je pense que c'est... Ouais. D'ailleurs, peut-être est-ce que vous l'aurez vu un peu comme pour John Wall tout à l'heure, titulaire à la place de ou Griffin ou Love? Ah à la place de Love, ouais, carrément. Ah mais j'étais super surpris que Love soit choisi par les fans d'ailleurs. Honnêtement, ça m'a beaucoup étonné. Oui. J'étais vraiment persuadé que ça serait Dwight Howard et personne d'autre. je refais ma vanne sur le Ku Klux Klan ou ça c'est un peu dangereux. J'allais refaire la mienne sur Pondexter. Mais... Non, après le côté statistique. Alors, je peux pas recaler ma blague sur Laurie là. non, mais après je crois que le côté statistique a tout le temps eu un fort impact sur les votes des fans. Et là, Kevin Love, niveau statistique, effectivement, ça parle beaucoup, quoi. Du coup, je suis pas si étonné que ça de voir ça comme ça. Mais oui, effectivement, Aldridge, no question, quoi. James Harden, pas beaucoup plus. Le duo James Harden Dwight Howard, je pense que pas de souci. Par contre là, toi t'étais pas chaud il y a un mois, Lucas, sur James Harden. Ah si. Si. Ah pardon. Si, ouais, moi je partais avec le carré gagnant derrière pour les remplaçants, quoi. Harden, Parker, Lillard, Curry, quoi. Donc. Non, mais c'est vrai qu'il s'est bien repris d'ailleurs James Harden, parce que il a fait un début de saison vraiment très poussif, limite je m'en foutiste. Et ouais, depuis quelques temps ça va quand même beaucoup mieux. Et ouais, maintenant c'est une évidence. Ouais, on sent que tout le monde se trouve un peu, quoi, de l'alchimie qu'on s'apprendre. C'est vrai que ça devient intéressant. Dwight Howard, no question non plus, je pense. Hein. On retrouve un Dwight Howard qu'on aurait voulu voir l'année dernière sur les couleurs des Lakers. Cela dit, il fait remplaçant quand même, mais presque il doit être content, non, doit être un peu moins sous les projecteurs. Peut-être il paye aussi un petit peu, justement l'année dernière. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, carrément. Ouais. Il y a de ça, et puis bon, t'as quand même pas mal de... Je pense que les Lakers, ça reste quand même l'équipe qui a le plus de fans, et je doute qu'il y ait beaucoup de fans des Lakers qui aient voté pour Dwight Howard, quoi. Ça a pas joué en sa faveur. C'est chiant, ils ont tous voté pour Kevin Love, tu sais ça. Non, mais ça, ils ont dû se dire, il faut qu'on fasse quelque chose, même si c'est Kevin Love, il faut qu'on vote pour quelqu'un d'autre. Attends, c'est un Californien pur jus, Kevin Love, donc. C'est vrai. Et en plus, il y a des rumeurs qu'il enverrait Lakers à la fin de son contrat. Pas pur jus, il vient d'Oregon. Hein. Non, oui, c'est vrai, c'est une bêtise que tu dis. C'est vrai que j'ai longtemps cru qu'il était purement californien, mais en fait non. Pur produit de la culture californienne, quoi. Le mec a fait son high school là-bas, il a fait sa fac là-bas, c'est vraiment pur produit UCLA. Attends, il a un oncle des Beach Boys, attends, tu peux pas être plus californien, quoi. il a une petite moustache et tout, mais qu'est-ce que tu demandes? C'est l'incarnation, tu vois. Et qu'importe où il a vécu dans sa jeunesse. Donc voilà. Alors Damian Lillard, j'ai envie de dire pas beaucoup de questions non plus. Mais non, mais c'est quand même un peu
c'est un peu plus discutable, on peut dire. Ouais, Ça, alors. pour moi, c'est le plus discutable des remplaçants. Ah ouais? Oui, remarque. Bah, même si c'était évident au moment où on en avait parlé la dernière fois, c'est vrai que ces pourcentages, ils ont quand même bien chuté depuis. Et puis à son poste, il y avait quand même une grosse concurrence, quoi. Donc, Ouais. Alors peut-être. s'il y avait un des 7 remplaçants qui aurait dû sauter, je pense que j'aurais fait sauter Lillard. Alors peut-être je vais revenir sur lui après, du coup. Ah. Si vous êtes d'accord Ouais. pour dire Ouais. que c'est lui le plus discutable. Alors bah, je vais rester sur les meneurs. Il y a Chris Paul et Tony Parker. Ouais. Ça vous emballe pas, quoi. C'est peut-être trop classique, trop pardon, classique pour Chris Paul, oui, mais Tony Parker, c'est aussi un peu plus discutable. Hein. Bah, franchement, non. Pour moi, vu le bilan de San Antonio et puis vu les stats de Parker, honnêtement, voilà, c'est pas volé. Il tourne à 18 points 6 passes. C'est grosso modo la même chose que ses concurrents sur son poste. Hein. 18-6, c'est plus ou moins les stats qu'ont Lillard, qu'ont Dragic, qu'ont Lawson, alors que les Spurs, ils ont un pur bilan. Quoi. Donc, pour moi, Oui, c'est Parker, ça me semble logique. Quoi. Oui, puis c'est un peu l'effet, comme on dit, l'effet Atlanta, sauf que fois 4 ou 5, quoi. Parce que le joueur le mérite plus. Tony Parker, voilà, c'est encore une fois, ça ressemble beaucoup plus à l'image qu'on a dans All-Star que Paul Millsap. Quoi. C'est ça, le joueur le mérite beaucoup plus et l'équipe elle-même est même plus forte. C'est pas, elle est vraiment, c'est du San Antonio, quoi, mais ils sont vraiment là-haut. Donc c'est sûr que c'est toujours intéressant, puis ça reste Tony Parker. Et Chris Paul alors? Ah, Paul, avant sa blessure, c'était niveau MVP, quoi. Donc a priori c'est normal qu'il y soit, mais il sera peut-être toujours blessé au moment du All-Star Game aussi. Je crois comprendre qu'il pousserait un peu pour y participer quand même, quoi. C'est à Nouvelle-Orléans, là où il a passé le bâtard, quoi. pas mal d'années, et puis je pense que ça coïncide à peu près avec un retour et que bon, s'il s'entend pas avec le coach de la sélection pour pas trop jouer, ça devrait le faire, quoi. Après, Scott Brooks est peut-être un bâtard. Il va peut-être essayer de le blesser, quoi. Je sais pas. Ah. Ah bah attends. Ah, t'imagines le chacal, quoi. Mais il y avait pas une année où un coach qui s'était plaint qu'un de ses joueurs avait trop joué au All-Star Game, une histoire comme ça. Et que c'était... Non, mais moi je me souviens de Scott Brooks quand il avait été il y a 2 ans, il a fait jouer Bynum 5 minutes. Non, enfin 2 minutes même. Bynum avait mis 2 contres et il l'avait fait asseoir sur le banc tout le reste de la rencontre. Bah non mais attends, c'est normal. Un peu Durant, il a dû jouer genre 45 minutes. C'est ça, ouais, c'est ça. Non mais attends, c'est normal. C'est genre l'anti-Popovic, comme Popovic, quand lui il coach ses joueurs, il joue quasiment pas du match. Scott Brooks, c'est l'inverse. Non mais White. attends, c'est normal que Bynum avec ses 2 contres soit mis sur le banc. Je veux dire, il défendait. C'est un All-Star Game. Ça, Il défendait. Il appliquait pas les consignes. Non, mais c'était hallucinant, quoi. Je sais même plus s'il avait commencé la deuxième période, quoi. C'était enfin bref, Scott Brooks, hein. Voilà. Ton grand ami. Du coup, bon, là, on est assez d'accord pour peut-être revenir, mais bon, c'est dur de vraiment contester de manière ferme, quoi. On est d'accord. Dirk Nowitzki, intéressant, je trouve, comme cas. Non pas qu'il le mérite pas, parce qu'il fait aussi des stats de All-Star. Il est dans une équipe qui gagne, alors que on les voyait quand même, enfin, du moins nous, beaucoup moins bons que ça. Ouais. Du coup, là-dessus, c'est assez vrai. légitime. Bon, après, cela dit, ça fait pas partie des joueurs les plus indiscutables. On est d'accord, des remplaçants. Bah effectivement, parce que c'est vrai que même s'il fait quand même une sacrée saison, enfin du moins une sacrée saison comparée à la dernière, enfin il revient une saison dans ses standards. C'est vrai qu'au final, et que Dallas gagne, Dallas virtuellement pour le moment n'est pas en playoff. Il y a quand même 8 équipes qui sont devant eux. Ouais, ça fait 2 jours qu'ils y sont plus, mais ça, Ouais, depuis les précédents, ils y sont. Voilà, mais il y a quand même pas mal d'équipes qui sont devant eux. Donc c'est vrai que moi honnêtement Nowitzki, je m'y attendais pas plus que ça. Honnêtement, j'ai été plutôt surpris, mais c'est loin d'être volé. Il fait une super saison. Les Mavs font une bonne saison aussi. Et puis c'est Dirk Nowitzki, quoi. Oui, c'est ça. Tu parlais, c'est ce que tu disais pour Joe Johnson finalement. C'est le mec, grosse saison, l'équipe qui fait une saison très correcte. Et puis voilà, le pédigré, et on connaît le mec, les entraîneurs ils savent qu'il est chiant à défendre et tout. Donc il y a aussi cette reconnaissance dont tu parlais déjà avec Joe Johnson tout à l'heure. Ouais. Ouais, alors, une équipe qui est dans les mêmes eaux que Dallas et qui a aucun représentant, c'est Memphis. Mais eux, par contre, ils ont pas un joueur aussi star que Dallas. Est-ce que vous pensez que ça a joué un peu ça? Mais non, mais c'est ce qui aurait dû se passer pour Atlanta. Sauf qu'Atlanta ils sont à l'est, et à l'est avec
avec à peu près le même talent, ils sont troisième, et Memphis, ils sont huitième. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Bah après Memphis, franchement, ils ont été bien sur les dernières semaines où ils sont bien revenus, mais bon, avant c'était quand même pas terrible, quoi. C'est vrai. Ouais, mais franchement, ils sont bien là depuis une dizaine de matchs. Avant, c'était quand même assez dégueu, et puis ils gagnaient pas de match non plus. Moi, j'aurais trouvé ça anormal qu'il y ait un All-Star qui vienne de Memphis. Ouais, même pas Mike Conley qui sort à peu près les mêmes stats que Tony Parker. Et qui est pas si loin que ça, qui est pas si loin de Nowitzki cette année. Ouais, ben. Ouais, je sais pas, il est quand même 10 victoires derrière Parker, quoi, donc je pense que c'est difficilement comparable. Oui, non, mais dans le sens où s'il fallait mettre on aurait pu mettre en représentant de Dallas comme on aurait pu mettre en représentant de Memphis. Vous voyez? Bah, quitte à mettre un mec d'une équipe qui est playoffable, plutôt que Conley, c'est à Phoenix qu'il aurait fallu aller chercher, prendre Dragic, alors. T'inquiète pas, on va y arriver. T'inquiète pas. Non, c'est juste pour parler un peu de Memphis. C'est pas normal que ça soit à moi de le dire. Non, j'attendais qu'on passe sur Lillard. Mais on va en parler. Non, c'est juste pour placer un peu Memphis qui je pense aurait pu, ça aurait pas été complètement volé d'envoyer quelqu'un. Ça aurait pas été normal non plus, je pense. C'est pas faux. Pour moi, je te dis, c'est la même situation qu'Atlanta. Enfin, si t'es un bon collectif, ah bah d'accord, on t'envoie des fleurs, on t'envoie une carte, mais on va pas envoyer un joueur alors que c'est un collectif. moi, je vais envoyer des chocolats, même si, mais pas un joueur. Après, enfin, ça tue le concept même de l'équipe, quoi. Tu mets en lumière un joueur alors que c'est pas un joueur. Oui, mais c'est ça. Au contraire, c'est vrai qu'à Dallas, c'est vachement plus sur les individualités, quoi. Quand on avait parlé des sélections la dernière fois, on avait plutôt parlé de Monta Ellis. C'est vrai qu'Ellis a un peu baissé le pied, enfin levé le pied, alors que Nowitzki est en pleine bourre. Et par contre, ouais, Dallas, c'est plus un two-man show qu'autre chose, quand même. C'est ce que je voulais dire avec le fait, parce que entre Dallas et Memphis, qui sont au même niveau, pourquoi on prend un mec de Dallas et plus performant de Nowitzki? Parce qu'il y a un peu plus de stars, c'est un peu plus une star, quoi. Ouais. Donc, Damian Lillard, alors qui est pour toi, Lucas, le joueur le remplaçant le plus discutable. Alors qu'il est dans l'équipe, une des meilleures équipes de la saison. Surprise en plus. Et qui est le deuxième leader derrière Marcus Aldridge. Alors, je suis pas contre ton avis, mais je voudrais savoir pourquoi tu penses ça. Bah, disons, voilà, même remarque que ce que je disais sur Ellis juste avant. C'est vrai que Lillard, il a fait un début de saison boulet de canon. Il est moins bien ces derniers temps. Il est quand même moins bien que ce qu'il avait montré au début de saison. Et au final, je pense que contrairement à Aldridge, lui, il avait vraiment de la concurrence à son poste. Parce que Aldridge, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y avait, enfin, Nowitzki, à l'intérieur, il avait la concurrence de Aldridge et Howard pour les remplaçants, mais pas grand monde d'autres. Alors que Lillard, sur le poste de meneur, il y avait quand même beaucoup plus de concurrents à son poste, et ça aurait pas forcément été étonnant qu'il se fasse doubler. Ouais, Kendall Marshall, tout ça. Ouais, c'est ça. que du lourd. Ouais, Guillaume. Non, mais blague à part, je sais pas, si un mec comme Russell Westbrook est pas blessé, je sais pas si Damian Lillard il y est, quoi. Non, moi je pensais plutôt à un mec comme Ty Lawson, qui lui, il est en train de porter à lui tout seul cette équipe des Nuggets. Il fait 18 points, 9 passes de moyenne, et lui, contrairement à Lillard, c'est vraiment lui aussi, c'est la première option de l'équipe, c'est le mec qui a l'attention toute l'attention des défenses chaque soir. Et c'est pour moi ce qu'il fait, c'est juste énorme cette saison à Denver. Après, il y a pas le bilan qui joue forcément en sa faveur. Denver n'est que 10e de la conférence. Mais j'aurais bien aimé qu'on mentionne Ty Lawson. Ouais. Tu voulais juste le placer, dis-le. Ah, je l'ai dit tout à l'heure. Après, je trouve que c'est assez cohérent d'envoyer deux joueurs de Portland All-Star Game, parce que c'est une des meilleures équipes de la saison et aussi une équipe surprise. Donc ça, c'est vrai, ouais. ça, je trouve assez légitime de récompenser ça, même si Guillaume, t'as pas tort, c'est pas trop la représentation du All-Star Game où tu réunis les stars. Je suis assez d'accord. Mais je trouve que pour récompenser une équipe et un parcours, les gens s'en servent aussi comme ça, quoi. Et là, c'est pas inutile. Après, alors je sais pas trop où je vais quand je vais dire ça, mais Lillard il est bien, mais dans un rôle finalement, et je trouve pas plus important que les 4 autres joueurs, que les 5 autres joueurs hormis
Enfin, Je suis d'accord, ouais. enfin, il est pas beaucoup plus important que ne l'est un Batum par exemple. Parce que Lillard, c'est avant tout, il score, et dans le jeu, ça peut tout ce qu'il fait. Il mène pas beaucoup le jeu, il défend pas, c'est pas un défenseur hors pair qui vraiment apporte, enfin, est décisif de ce côté-là du terrain. Tout ce qu'il apporte, entre guillemets tout, c'est un peu plus que, j'ai l'air de minimiser la chose, mais c'est pas l'idée. C'est du scoring et des gros tirs en fin de partie, ça c'est vrai que c'est pas mal aussi. Mais voilà, là où un Batum, je suis pas sûr que Batum soit moins important dans la réussite de Portland que Lillard. Du coup, si on veut récompenser Portland en envoyant 2 mecs, entre Lillard et Batum, je suis pas sûr que ce soit vraiment Lillard qu'il faille envoyer. D'un autre côté, comme tu dis Guillaume, si c'est lui qui a un peu plus de réputation de star que Batum. Donc voilà. Franchement, tu vois, moi, autant Lillard, moi et même les 7 remplaçants de l'Ouest, franchement, personne ne vole sa place à l'Ouest. Dans les remplaçants, c'est clair, personne ne vole sa place. Par contre, toi, tu me dis, voilà, il y a, effectivement, pour le moment, on trouve que Lillard est discutable. Mais si ça avait été Batum à la place de Lillard, c'est même pas qu'il aurait été discutable, c'est qu'il aurait dû sauter, quoi. Je suis juste en train de dire que, quitte à mettre un deuxième individu à Portland, parce que dans le cas où on veut mettre un deuxième représentant de cette équipe, je suis pas sûr que ça aurait dû être absolument Lillard plus que Batum. C'est tout. Je suis assez d'accord parce que finalement, comme tu l'as dit, il apporte son scoring qui est vraiment précieux, mais son impact vraiment sur le jeu, sur la manière dont Portland développe son attaque, la manière dont Portland développe son fonds de commerce finalement, son impact n'est pas forcément énorme, alors que Batum fait ça très bien. C'est un peu le vrai faux meneur de jeu de cette équipe. En plus, il est très précieux en défense. Pareil pour Wesley Matthews, un degré moindre, mais lui aussi, il est important en attaque et en défense. Donc c'est vrai que c'est un peu discutable, mais c'est quand même mérité. Moi. Oui, alors après effectivement, mais là je suis tout à fait d'accord avec toi, Lucas. Quelque chose qui manque dans cette sélection de l'Ouest, c'est un représentant de Phoenix. Bêtement, je parle de surprise de Portland, mais Phoenix, ça l'est peut-être encore plus. C'est une équipe de playoff, vraiment inattendue. Pourquoi ils ont personne, je trouve ça vraiment très dommage. Et bon, je pense. Le truc c'est ça, quoi, parce que bon, Phoenix est quand même 6ème. Goran Dragic, il est à 20 points, 6 passes de moyenne. Les Warriors sont derrière, ils ont un représentant. Les Mavs sont derrière, ils ont un représentant. Les Lakers sont derrière, ils ont un représentant aussi. Les Wolves sont derrière, ils ont un représentant aussi. Et t'as Phoenix qui est devant toutes ces équipes avec un joueur qui tourne à 20 points, 6 passes de moyenne, avec des pourcentages absolument géniaux, n'y est pas. Et ça, effectivement, je trouve ça anormal. C'est un vrai scandale, monsieur, je suis d'accord. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et puis, à la limite, si c'est pas Goran Dragic, c'est Archie Goodwin. Enfin, je sais pas, il faut trouver au moins un des deux, quoi. Au moins un des deux. Voilà, et puis il y a aussi le fait que bon, au final, voilà, Phoenix fait une super saison, comme tu l'as dit. Il y a aussi ce truc, il y a aussi le fait que ça soit une équipe surprise. Et au final, ils ont aucun représentant au Rookie Game. Vraisemblablement, ils en auront pas au concours à 3 points non plus. Et si Dragic n'est pas repêché après le forfait de Bryant, ils auront aucun All-Star non plus. Et ça, effectivement, ça fait beaucoup. Alors après, je me demande s'il n'y a pas eu dans la tête de certains entraîneurs l'idée que Portland est 3ème dans une très forte conférence et qui est sûrement au-dessus de son niveau. Elle mérite d'avoir 2 joueurs. Et du coup, c'est Lillard, et ils se sont dit, ouais, bon, Dragic il mérite aussi, mais si je veux absolument envoyer 2 mecs de Portland dans cette équipe-là, je suis obligé de faire une croix sur quelqu'un, et il faut que ça tombe sur un arrière, donc sur Dragic. Est-ce que tu penses pas que c'est pas ce raisonnement qui est un peu joué? Ah si, pour moi c'est clairement ça, mais c'est pas juste. Voilà, je pense que, enfin, j'espère du moins que après que le forfait de Bryant soit confirmé, et peut-être le forfait de Paul, même si c'est beaucoup moins évident, j'espère qu'après ça sera Dragic qui sera repêché. Moi aussi, honnêtement, enfin, je trouve inconcevable qu'il n'y ait pas un représentant de Phoenix dans cette équipe-là. Heureusement, Kobe Bryant est blessé. Bon, oui, c'est un peu malheureux de dire ça, mais là pour le coup, ça rééquilibre les choses. Et puis Kobe Bryant, il a dit qu'il voulait laisser sa place pour un mec comme Lillard. Du coup, il prend la place de Kobe et Lillard, il donne sa place à Dragic et tout le monde est content. Effectivement, mais c'est vrai que c'est un bon match, ça passe par là. Juste petite parenthèse, Guillaume, tu as réussi à placer 2 tes chouchous.
il t'en manque encore 2, Brandon Triche et Christian Watford, pour que tu fasses le grand chelem. Donc je te le dis avant la fin de l'émission, essaie de... J'y pensais, mais pour le All-Star Game, ça va être chaud, puisqu'ils sont même pas encore NBA, donc... C'est ça. Je vais essayer de passer des coups de fil, voir si Adam Silver, il me répond, parce que David Stern ne me répondait pas. Non, dans le match des célébrités, peut-être, c'est un talent de parler de ces joueurs que le match des célébrités, peut-être ils ont leur place, hein. Ah, pourquoi pas. Ouais. Donc là, je pense qu'on est tous assez d'accord. Est-ce qu'il y a, alors c'est compliqué parce que est-ce qu'il y a des joueurs qui mériteraient d'y aller? Et c'est un peu compliqué parce qu'on a déjà tous les mecs dont on a parlé là, on a dit qu'ils étaient là, que c'était vraiment mérité. Et que ceux qui n'ont pas été pris, bah ils mériteraient peut-être, mais pas forcément plus que ceux qui y sont. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quand même deux noms à l'ouest. Enfin, bon, ouais, 2 noms à l'ouest, c'est ceux de Anthony Davis et peut-être des Marcus Cousins qui auraient mérité qu'au moins l'un des deux y soit. Mais là encore, les bilans collectifs des équipes jouent pas en leur faveur, mais c'est quand même dommage. Ouais, mais tu vois, tu les as remis à la place de qui? Bah, c'est ça le problème. À la place de Millsap, on est d'accord. Après, voilà, vu qu'il y a le repêchage et que le match est à la Nouvelle-Orléans, c'est pas impossible que le repêché soit Anthony Davis plutôt que Dragic. C'est une possibilité qui est à considérer aussi. Ce qui te poussera à mettre le feu au NBA Store, on est d'accord. Ah, je serais vénère là par contre. Encore pire, imagine, ils repêchent Eric Gordon. Allez, les fans de Phoenix, ils sont... Mais sinon vous êtes d'accord que les DeMarcus Cousins, David Lee, tout ça, certes ils font une très belle saison qui dans l'absolu aurait pu mériter une sélection All-Star Game, mais là c'était pas non plus assurément bon, notamment collectivement, pour passer devant les mecs qui y sont. Bah c'est ça, ouais, pour Cousins surtout en particulier, c'est vraiment le bilan qui pêche, quoi. Parce que bon, il fait une saison, je sais plus à combien il est exactement au niveau des moyennes, comme bon, ça doit peser dans le 24 points, 11 rebonds. C'est quand même hyper costaud, quoi. Ça, pour un pivot, je sais pas, ça fait quand même pas mal d'années qu'il n'y avait pas un pivot qui avait mis de telles moyennes au scoring. Même Dwight Howard, dans ses meilleures années, je suis pas sûr je suis même certain qu'il avait pas le niveau au scoring que DeMarcus Cousins avait en début de saison. Donc, c'est vrai que lui, il fait vraiment une super saison, mais bon, Sacramento est dernier, quoi. Puis, vu la concurrence qu'il y avait pour ces 7 places de remplaçants, il a beau être le meilleur pivot actuellement, et bah ça suffit pas, quoi, parce que son équipe elle est dernière, quoi, et ça pèse beaucoup dans la balance, et c'est assez normal au final. Le meilleur pivot de Sacramento. Voilà. Non, mais ce qui est dérangeant, c'est qu'il fait des super stats, mais il n'arrive pas à porter l'équipe, alors que au contraire, s'il y a bien un joueur dans une équipe qui quand t'as une superstar à ce poste, il te porte ton équipe, et ça c'est tout le temps le cas, c'est bien le pivot. Et Cousins n'arrive pas à le faire, c'est vraiment, c'est étonnant, et c'est même dommage, ça commence à devenir dommage, parce que les années se suivent et se ressemblent. Après, disons que Cousins, moi je vois mal ce qu'il pourrait faire de plus, quoi. Là, franchement, comparé à la saison dernière, il est nettement meilleur. Franchement, moi je te dis, je vois mal ce qu'il pourrait faire de plus, quoi. Cette saison, il est vraiment au top, quoi. C'est derrière que ça suit pas, parce que Sacramento s'est goupillé n'importe comment. Et ça, c'est pas de sa faute, quoi. Bah, on voit si que c'est quand tu arrives à construire des trucs autour et que Sacramento devient subitement monte. C'est là qu'on verra. Effectivement, là, c'est un peu dur de sortir du contexte Sacramento, voir à quel point c'est sa faute ou pas. On peut peut-être dire pareil un peu pour Kevin Love, hein, à un degré moindre, parce qu'ils sont pas derniers non plus. Mais là aussi, on pourrait dire le même argument qu'il fait malgré ses stats, il fait pas tant gagner que ça. Oui, mais lui, c'est les fans, donc. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Bon, même s'il avait pas été dans le 5 majeur, il aurait été dans les remplaçants. Ouais, donc là, il y aurait peut-être pu avoir débat. Ouais, il y aurait débat parce que Minnesota est quand même beaucoup moins bon que ce qu'on pouvait l'espérer, et malgré les belles stats de Kevin Love, quoi. Donc, alors que ça aurait pu faire un débat avec un mec comme, je sais pas, un David Lee ou un mec après, comme ça. Minnesota est pas super loin de Dallas, et Love a quand même une saison nettement meilleure que celle de Nowitzki, même si Nowitzki fait une bonne saison, donc, si Ivan Howard avait été titulaire, je pense que Nowitzki aurait pas été sélectionné parce que ça aurait été Love à sa place. On parlait de Sacramento là, est-ce qu'on devrait pas mettre Ruggier dans la sélection de l'Est, juste parce que depuis qu'il est parti, Toronto gagne? Est-ce que ça compte, quoi? Ça aurait je veux pu dire, être le joueur pour récompenser Toronto, effectivement. je sais pas, avec un maillot blanc ou je sais pas, sélection invisible, je sais pas, un truc, parce que c'est tellement flagrant. Mais tu sais, pour revenir à Paul Millsap, non, pas Paul Millsap, pour Toronto, il fallait envoyer le GM. Enfin, c'est lui, hein, le vrai.
le vrai All-Star. Écoute, pour moi, il restera le mec qui a filé 12 millions de dollars par an à Javal Magui. C'est vrai. Il va falloir qu'il rame beaucoup pour rattraper cette image-là dans ma tête, tu vois. Ouais, il a quand même bien commencé. Il s'est C'est pas débarrassé mal, de c'est pas Bargnani mal. et de Rudiger, donc. C'est pas mal, mais comme je te dis, il avait mis la barre quand même très haute quand même. Voilà les amis, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Est-ce que vous avez 2-3 vannes à faire encore? T'as pas encore placé Vernon Street chez Christian Watford, Guillaume? T'as quelques minutes si tu veux. Non, bah, tu viens de le faire pour moi, donc c'est parfait. C'est mon quota. Ah non, mais non, c'est pas toi qui as fait le grand chelem, c'est pas bon, ça marche pas. Je suis désolé, c'est pas validé. David Stern refuse. Donc voilà les amis, si on a rien dit, on va se quitter. On va se quitter sur David Stern. Lui aussi nous a quitté. Rest in peace. Quand on reviendra la semaine prochaine, donc Goran Dragic sera All-Star. Écoute, on verra ton état à ce moment-là, je pense. Hein. Sachant que je te soutiens parfaitement, hein. Et si tu veux cramer des choses quelque part, je te suivrai sans problème. Mais ça, c'est vrai que la question se pose, c'est un sens que tu disais, c'est pas dit que ce soit lui forcément qui prenne la place de entre guillemets Kobe Bryant blessé. Ouais, c'est ça, et c'est fou qu'il y ait un doute du fait que le match soit à la Nouvelle-Orléans, quoi. Le match aurait été ailleurs, il y aurait même pas l'ombre d'un doute que c'était lui le repêché. C'est un peu ça, mais du coup on suivra ça de près. Mais attends, mais parce que David Stern est à la retraite maintenant, donc. Ça voudrait dire que c'est pas lui qui est derrière les complots, du coup. Ah bah attends, il a un héritier. Hein. Oh merde. Non mais attends, il a formé le petit Silver, hein, même Magouille peut-être, hein, tu sais pas. Ou pas, je sais pas. C'est sans doute des Illuminati. Non, parce qu'il y a quand même un truc avec cette histoire de Nouvelle-Orléans, parce que je sais pas si tu te rappelles, elle appartenait à la NBA, cette franchise, au moment où ils ont eu le premier choix. Donc c'est quand même bizarre. Et là cette année, ça va être aussi Anthony Davis qui va être repêché parce que c'est à la Nouvelle-Orléans. C'est bizarre tout ça. bah tu sais, je pense que l'ouragan Katrina qui avait dévasté la ville, c'était juste Dieu qui s'est enfadé avec David Stern. Tu sais, entre Dieu ils s'engueulent quoi, ça arrive. Entre Dieu. Ils m'ont pas invité cette fois. Non, non c'est vrai, non, t'avais piscine. Oui. Je crois que c'est l'heure de se quitter là, n'est-ce pas? Oui. Donc je vous dis à bientôt tout le monde et à la semaine prochaine. Salut tous. À la semaine prochaine. Ciao.